Dans le podcast cette semaine, on va faire comme tout le monde en débriefant le Fige édition 2025. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle émission. On va faire un débrief du Festival international des Jeux de Cannes édition 2025 et c'est une grande première puisque je suis accompagnée de quelqu'un que vous n'avez jamais encore entendu. Je suis en compagnie de Dorothée. Salut Dorothée. Salut Paul Gara. Comment vas-tu ? Bah bien et toi ? Ouais, ça va, tu me manquais, on se retrouve. Si tu me manquais, il était temps. Voilà, ça faisait 4 jours qu'on s'était pas vus, on n'en pouvait plus. Oui, donc on a fait le choix de ne pas enregistrer sur place. Parce qu'on avait plein d'autres trucs à faire déjà. Et pas du tout le temps. Et puis parce que c'est pas mal de prendre aussi un peu de recul. Parce que finalement, les journées sont intenses, on fait pas mal de jeux, on dort peu, on fait un peu la fête, on peut le dire. Et que c'est pas mal après de finalement se laisser un tout petit peu de temps pour digérer ce qu'on a fait et réfléchir à... Et puis de toute façon là tout le monde a balancé ses vidéos, ses podcasts, ses blogs partout. Il y en a partout. Donc quand nous on enregistre finalement là il y a une semaine on était au Fige. Le podcast sortira encore dans une semaine. Donc finalement on va arriver après la bataille, c'est pas si mal. Il y aura plus d'écoute. Il y aura plus d'écoute, on va se dire ça. Toi c'était ton premier Fige. Ouais, toute première fois pour moi. Je pense que tu as eu des conditions de malade parce qu'on doit dire qu'on a eu un temps incroyable. Il a fait un temps magnifique et puis oui, des conditions un peu VIP et c'était vraiment top. Ouais. C'est une très belle expérience et vraiment j'étais ravie. Est-ce que c'était comme ce que tu imaginais ou il y a des choses qui t'ont quand même t'as trouvé différentes ? J'imaginais pas ça aussi grand. Je m'attendais à plus petit et en fait il y en a dans tous les sens. Tu tournes la tête à gauche, tu as quelque chose, à droite il y a quelque chose, derrière toi c'est pareil. Donc psychologiquement c'est fatigant parce que tu es tout le temps en écoute, en alerte quoi. Oui, sollicitation permanente. Ouais. Et beaucoup de ce qu'on dit souvent, c'est que c'est socialement parlant. Enfin, on a notre jauge de batterie sociale qui... Oui voilà. Qui Au bout décroît. d'un moment Ouais. tu dis on va faire une petite pause. Et en même temps, quand tout est terminé, on a l'impression que tout autour de nous est morne et terne. Ça fait et un grand vide. Un grand vide, ouais. T'as trouvé que c'était bien organisé ? Moi, j'ai trouvé, enfin, je me permets de dire parce que j'ai vu quand même beaucoup d'évolutions depuis les premiers festivals où je suis allée. Là, j'ai trouvé quand même que l'organisation, on voit qu'ils commencent à prendre plus leur marque. Et c'est vrai qu'en plus, on avait 5 jours cette année de festival, même si moi, j'y suis pas allée le dimanche et toi non plus, je crois. Non plus. Et ouais, au niveau organisation, top, il n'y avait rien à redire. Si t'arrivais de bonne heure, bah, tu rentrais quand même facilement dans les premiers parce que quand tu voyais les queues qu'il y avait à l'extérieur, voilà. Ouais. Mais non, c'était très bien organisé, c'était fluide, il n'y a pas eu d'incident. Non, organisation au top. Bon, on peut dire qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Donc en fait, on a beaucoup de jeux qu'on aura joués ensemble, donc c'est pas mal aussi parce qu'on va pouvoir échanger. Puis il y a quelques jeux, je pense qu'on a fait séparément. Ouais, pas beaucoup, mais quelques-uns. Ouais. Pas beaucoup. Et on a triché parce qu'il y a quelques jeux qu'on a fait lundi. Oui, parce qu'en vrai, on s'est revus après le Fige lundi. Il fallait. Oui, il fallait. On avait trop de manque. Et puis c'était pour jouer à notamment des démos de jeux type jeu enquête dont on ne voyait pas l'intérêt de jouer. Alors sur place, sûrement pas parce que c'est pas du tout propice. Ni même le soir parce que le soir en fait t'as entre la fatigue et puis tous les gens que tu vas voir parce que c'est vrai aussi que c'est à un moment où tu vois des gens que tu vois pas forcément tout le temps, tout le monde se retrouve à un endroit à un moment donc t'as envie de voir plein de monde et en fait on s'est dit que c'était pas plus mal de les faire au calme en rentrant. Oui, beaucoup mieux. Donc on va faire ça de façon assez classique, on va pas réinventer la roue, on va dérouler un peu notre liste de jeux. Le premier jeu auquel on a joué, c'était chez Mandu Games. Donc c'est The Yellow House. Alors Yellow House, c'est un jeu de l'auteur de Jekyll and Hyde, J. O'Neill, qui reprend le thème de la peinture de, je pense que c'est Van Gogh et puis Gauguin. Et puis, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il me semble que c'est ça. Parce qu'en fait, on est censé faire un débat sur la peinture entre Van Gogh et Gauguin. C'est un jeu exclusivement pour 2 joueuses. Donc, je l'ai dit, un jeu de J. O'Neill qui est illustré par Edu Valls chez Mandu Games. En fait, c'est un jeu de défausse. Ce n'est pas un jeu de pli, parce que j'ai déjà... pas du tout. C'est vraiment un jeu de défausse très particulier.
Alors, on a commencé un peu mal, on va le dire. On a eu du mal à avoir la certitude qu'on jouait avec les bonnes règles du jeu. Voilà. On a eu plusieurs explications qui s'accumulaient les unes aux autres et qui, par moments, nous laissaient un peu penser qu'il y avait Il y avait un gros souci au niveau des règles, Ouais, du coup, on peut pas dire qu'on a passé un très bon moment. Oh non, on avait hâte que ça se termine. Ouais. Alors, je suis même pas sûre qu'on ait réellement fini la partie. On était au bout du bout. Si, avec tes cartes de couleur en violette que je pouvais pas poser, et on a fini. T'as posé tes 3 cartes, terminé, fin de partie, t'as gagné. Mais parce qu'en fait, c'était bloquant. Ouais, on était un peu bloqué. En fait, pour tout dire, c'est-à-dire qu'on va jouer des cartes. Il y a 4 couleurs à jouer, mais en fait, si l'un a déjà joué une carte, alors chaque couleur correspond à un thème de peinture. Mais si par exemple j'ai déjà joué les cartes violettes, tu ne pourras plus jouer violet. Et puis on a des espèces de curseurs. Chaque thème correspond à un curseur sur une piste. Et en fait, pour pouvoir jouer, on doit forcément faire monter le curseur. Donc il faut avoir plus de cartes à chaque fois. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé à la fin dans une situation où on était bloqué. C'est-à-dire que je jouais violet, t'avais du violet, donc tu ne pouvais pas jouer violet. En fait, voilà, donc on défaussait la carte. Et comme je l'avais emporté, je rejouais violet, tu n'avais que du violet. Toujours pas. Et on a fini quand même à 4 tours comme ça. Et c'était pénible. En vrai, c'était ultra chiant. Ouais. Donc je suis un peu embêtée de dire que le jeu nous a pas plu parce qu'il y a vraiment cette incertitude sur le fait de savoir si on a joué correctement. Mais vraiment, si on a joué avec les bonnes règles, je trouve que ce qu'on a fait n'avait absolument aucun sens. Voilà. C'était pas, ça nous a pas plu et moi ça m'a même déçu parce qu'à côté de ça on nous a présenté chez Mandou, on avait une présentation d'autres jeux et c'est vrai qu'il y avait un autre jeu je crois de Jay O'Neill qui s'appelle Faust et Mephisto qui est encore un jeu à deux et on retrouve des similitudes avec Jekyll and Hyde, cette histoire de jetons qui vont bouger, qui ont de l'importance, mais ça avait l'air plus excitant en tout cas que ce qu'on a fait dans Yellow House quoi. Ouais, complètement. En toute franchise, peut-être qu'on n'a pas joué avec les bonnes règles, mais rien que la perspective de devoir y rejouer, non merci. Voilà. Ceci dit, on a des amis qui ont joué, qui eux ont aimé leur partie. Ils ont aimé, ouais. Ils ont peut-être eu les bonnes règles. Ouais. Alors après, à la décharge aussi, c'est que on sait qu'il y a des animateurs et animatrices qui ont été pas formés, en fait, qui le mercredi matin à l'ouverture n'avaient pas forcément eu les explications, pour bien animer les tables, en fait. Donc voilà. Donc on va pas être trop rude, mais on va dire que quand même on n'a pas du tout envie d'y rejouer, ce qui est quand même c'est déjà pas mal quoi. Mais le jeu est beau. Ouais, c'est joli. Puis c'est assez joli. Le thème, si t'as envie d'avoir des thèmes un peu originaux, mais là, le thème on le ressent pas plus que ça. Pas du tout, non. Pas du tout. Ouais, non. Enfin, moi j'aime bien les jeux de cartes à deux, mais là j'ai pas du tout eu la sensation d'avoir, En fait, je pense que je comprenais rien de ce qu'on faisait quoi. Ah non. Normalement. Du tout. Ouais. Non, on jouait des cartes pour jouer des cartes et avancer notre pion au-dessus du dernier pion, quoi. Ouais, c'est pour ça, c'est vraiment le genre de jeu où je me dis, je trouve pas le sens de ce qu'on fait. En fait, Donc voilà, on va dire que le mercredi, on va être un peu dur parce que le mercredi, c'était pas notre meilleure journée de toute façon. Pas du tout. Ensuite, on est allé jouer à un jeu, de Wolfgang Warsch. Donc j'ai envie de dire, en principe, vous imaginez que moi, j'étais ultra hypée. C'est The Same Game, qui est édité par Spielwiese et l'illustrateur c'est Christian Schupp. Donc c'est un jeu de déduction dans lequel en fait on va avoir un mot à faire deviner. C'est ça. Et pour ça on va devoir en utiliser un autre et il va falloir en fait essayer d'isoler le point commun. En fait ce qu'on doit faire matcher c'est le point commun entre nos deux mots. Voilà, le mot qu'on choisit nous. Oui. Qui est en relation. Le mot qu'on doit faire deviner et le mot qu'on choisit nous quoi. Nous avons joué à 3, c'est probablement pas la meilleure configuration. On a joué avec le setup de départ et plusieurs personnes nous ont dit que finalement les fameux points communs de départ n'étaient pas forcément les meilleurs. Alors ça c'est toujours la difficulté, si c'est pas les meilleurs, ne faites pas jouer avec... Oui, il faut faire directement les autres niveaux, parce que de mémoire il y avait 4 niveaux différents. Oui. Toi, t'en as pensé quoi ? Je sais que t'as bugué à un moment. J'étais pas du tout dedans. J'arrivais pas à rentrer dedans, à trouver les associations, parce que je suis tombée sur des cartes pas terribles non plus par rapport aux propositions qui étaient présentes. Moi, ça m'a fait ni chaud ni froid, clairement. Mais après, le jeu peut se jouer jusqu'à 6. Donc là, peut-être qu'à 5 ou 6, c'est peut-être plus intéressant, mais bon, ça m'a rien fait. Moi, j'ai trouvé que c'était très tarabiscoté, en fait. Parce que rien que de rentrer dans la logique du truc qui est en fait, ce que tu dois faire deviner, c'est le point commun. Et en fait, on va éliminer au fur et à mesure ce qui ne peut pas l'être. Et je pense que si, effectivement, tu peux te retrouver dans une situation où quelqu'un bug,
parce qu'ils trouvent vraiment pas comment s'y prendre. Ça, c'est vraiment problématique pour ce genre de jeu, quoi. Ah oui, complètement. Parce que après, le jeu est presque injouable. Si t'as pas ton mot, tu peux pas avancer. Et puis, si tu donnes une indication mauvaise, les autres joueurs vont se tromper tout de suite, en fait. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était pas très fluide, pas très évident, compliqué pour pas grand-chose. Et j'avais l'impression qu'on patinait un petit peu, quoi, toute la partie. Ouais. Alors après, beaucoup de personnes nous ont dit oui, en fait, il faut en faire plusieurs parce que c'est un coup à prendre dans la façon de penser. Alors c'est toujours la difficulté. Je suis pas sûre non plus que je mourrais d'envie d'y rejouer. Non. Et puis un jeu comme ça, normalement, pour moi, je pense que ça doit matcher tout de suite et ça doit être fluide tout de suite, en fait. Là, ça donne pas envie d'y retourner. Ouais, parce que c'est des jeux qui se sont toujours présentés comme étant jouables avec n'importe qui, n'importe quand. Et si tu te retrouves dans cette situation où ça bloque dès le premier tour, en fait, ça te... ça donne plus envie, quoi. Mais oui, après, c'est vrai que il y a une idée qui est intéressante, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour que ce soit vraiment efficace et immédiat, en fait, que tu aies le plaisir immédiat de ce genre de jeu de déduction ou d'association d'idées, ou parce qu'en fait, on va essayer de comprendre quelle a été la logique de celui qui fait deviner soit là, c'est pas son mot, mais son point commun, quoi. Ouais. Donc voilà, franchement, moi aussi, ça a été oubliable. Enfin voilà, ça c'est. De toute façon, on l'a dit, la première journée, elle n'a pas été folle. Hein. Mais tant mieux. Je crois qu'il y avait que des jeux où on n'a pas accroché. Ouais. Mais en fait, il vaut mieux ça puis que ça monte en. C'est monté crescendo, on peut dire. On peut dire à peu près. Ensuite, on a été joué à un jeu qui s'appelle All Star Draft, qui était chez Paladis. Mais en réalité, c'est une localisation d'un jeu de 2021, un jeu de Marco Schaub, qui est illustré par Malte Zirbel. Alors, sur le papier, je trouve que le jeu était excellent parce que, comme son nom l'indique, All-Star Draft, on va drafter. Puis All-Star, ça fait référence à tous ces sports US, effectivement. Et on s'imagine, qu'est-ce qu'on va faire ? On va drafter des joueurs de hockey pour notre équipe. Et donc, on se projette on voit très bien qu'on va être dans ce qui se passe vraiment, par exemple, au basket. Alors, moi, je suis pas une spécialiste des sports US, mais au basket, c'est ça, on drafte les... On drafte aussi, ouais. Ouais, on drafte les rookies, il me semble, ceux qui sortent... Alors, je sais pas si le terme est rookies, mais oui, mais je crois que c'est ça, c'est les nouveaux joueurs qui arrivent sur le... Et d'ailleurs, les équipes les plus faibles ont le choix du draft en premier pour peu équilibrer et tout. Donc on se dit qu'on va drafter en jeu, dans le jeu, exactement comme dans le vrai sport, on drafte les joueurs. Donc là, c'est ça. On est le dirigeant et on fait son équipe et c'est parti. Et donc on se dit, il y a un peu de synchronicité là-dedans. Parce que finalement, on va faire la même chose que ce que font notre personnage d'entraîneur. Les équipes, c'est des petits animaux. Qu'on choisit au départ, on choisit son type d'animal au départ. Ouais. Et ça fait moi j'ai ressenti tout de suite, ça faisait très canadien parce qu'on avait un castor, un élan, et puis, je ne sais plus, un troisième, ça faisait très canadien, on était vraiment plongé dans le hockey direct. Donc on va avoir cette phase de draft, et ensuite on va choisir, on va faire 4 tours de mémoire, et en fait, 3 tours normaux, puis après un tour un peu le barreau d'honneur, et en réalité, on va composer notre équipe pour faire des combinaisons, type un peu combinaison de poker. Un peu, ouais. Et donc, il va y avoir toute une sorte de hiérarchie parce que si on pose tel animal est supposé être supérieur à tel autre, mais si on fait des combinaisons par les valeurs, c'est mieux. Et puis, il y a aussi des symboles sur les cartes, et si on fait des combinaisons par les symboles, c'est encore mieux. Et l'idée étant d'avoir la meilleure combinaison pour aller être le premier à arriver au stade, avoir le plus de points, et on va avoir plusieurs stades, et chaque tour, et on va marquer sur des stades. Je trouve qu'il y a une idée ouf sur le papier. Tu vois, l'idée, elle est vraiment cool. Elle est originale, ça change. Ouais, mais après, en jeu, moi, j'ai trouvé ça un peu répétitif. C'est très répétitif parce qu'on a, sur les 4 tours, comme tu disais, en fait, on fait 4 fois la même chose. Donc, complètement. Alors, effectivement, on peut rechanger des joueurs dans nos équipes, mais je trouve pas que ça te donne le sentiment d'une progression réelle, en fait, d'un tour à l'autre. Oui, t'as les stades tous les stades où on va, ils sont révélés au fur et à mesure, donc... Bien sûr, il y a des stades qui rapportent plus de points, et parfois, il vaut mieux être deuxième dans un certain stade que premier dans un autre. Ouais. Donc peut-être qu'il y a un peu cet aspect stratégique parce que c'est toi qui vas déterminer quel bus de joueurs t'envoie dans tel stade. Donc selon ta combinaison, tu sais à peu près où tu vas te placer. Ouais, et le problème... Alors, on a toujours le problème du draft, c'est qu'à un moment, ça merde. Oui, et ça a plus ou moins merdé à un moment. Voilà, ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le souci du draft, c'est qu'il y a toujours un moment où on s'en mêle les pinceaux et on finit par se dire qu'on a fait une grosse connerie et on sait plus trop où on en est dans nos cartes.
Ouais, moi j'ai trouvé ça ultra répétitif en fait. C'est vraiment finalement la partie elle a duré bien 3/4 d'heure. C'est ça, ouais. 3/4 d'heure. J'ai revérifié 3/4 d'heure. Ce qui me paraît ultra long quand tu fais tout le temps la même chose. Quoi. C'est ça. C'était pas mauvais non plus. Non. On n'a pas passé un mauvais moment, non. Mais est-ce qu'on y retourne ? Je suis pas sûre. Ouais, pas sûre quoi. Parce qu'en plus, au final, on fait juste des combinaisons de poker et j'ai envie de dire qu'en ce moment, on n'arrête pas de faire ça, des combinaisons de poker dans les jeux. C'est vrai. Il y a beaucoup de jeux où on fait des combinaisons de poker et je vois pas. J'ai pas trouvé que ce soit particulièrement, comment dire. Ouais, que tu avais le sentiment de faire un truc un peu innovant ou pas quoi. C'est-à-dire que le premier tour, t'es un peu hypé. Et en fait, c'est ce type de jeu où le climat du jeu retombe progressivement. C'est-à-dire que le premier tour, t'es vraiment dans le truc. Plus ça va, plus tu fais tout le temps la même chose. Et je pense que tu sors vite du jeu, quoi. Ouais, t'as hâte que termine la partie parce que tu fais une fois, 2 fois. Ouais, donc pas convaincu non plus. Non, pas convaincu non plus. Voilà, elle est pire que moi, en fait, Dorothée. C'est pas vrai. si, je vois qu'elle est encore... Ensuite, on a joué à Lynx. C'est ça. Un mélange entre Puissance 4 et Tetris. Ouais, on peut dire ça. Il faut réussir à faire sa ligne de gauche à droite ou de bas en haut, sans faire de trous, et il faut réussir à faire une ligne continue. Voilà. Au pion de sa couleur. Donc système de polyomino. Qu'on va placer dans une sorte de vitre, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, de vitre où on peut insérer comme dans le Puissance 4, on peut insérer les jetons. Là, on insère les polyomino, chacun notre couleur, et on essaye de composer comme ça. C'était marrant. Franchement, c'est marrant. Voilà. Je peux pas dire. Moi, je sais que nous, on a fait. Moi, j'ai pas joué contre toi, mais on a fait 2 parties. 2 parties, ouais. Que j'ai gagné les 2, donc voilà. Mon adversaire voulait sa revanche, mais ça ne servait à rien. Ouais, sans plus. Non, c'était marrant, c'était gentil, mais tu fais ça, ça dure 5 minutes. Bon, c'est gentil. Je pense que le côté matériel est le plus cool du jeu en réalité. Oui, voilà, c'est ça. On va avoir le petit attrait d'avoir cette vitre dans laquelle on fait glisser nos polyomino. En fait, c'est presque le plus satisfaisant, c'est de voir le motif qui se compose au fur et à mesure. Puis ça change de jouer en vertical, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de jeux où tu peux jouer en vertical. Ouais. Donc là, tu as cette proposition-là qui rajoute un petit truc en plus. Mais je pense que c'est plutôt pour les enfants, je dirais. Ouais. Enfin, dans le même jour, on a joué à Synchro. Oui, c'est pareil, c'était gentil. Ouais, c'était gentil de dire que c'était gentil. En fait, je dis ça parce qu'on n'a fait que le premier niveau et a priori, il y avait plusieurs niveaux supplémentaires. Donc, comme on était entre joueurs, je crois qu'on jouait à 4 ou 5, si je dis pas de bêtises. On était à 5, tout à fait, ouais. Et on n'aurait pas dû faire le premier niveau parce que quand tu es un peu joueur, en fait, c'était super facile. Alors, on va juste dire Synchro, c'est un jeu de Thomas Favrelière chez Greux Games, illustré par Raphaël Samac. Donc, c'est un jeu coop dans lequel on a une sorte de pyramide, on fait un peu une sorte de pyramide à plat, un peu comme dans Seven Wonders Duel quand on met les cartes, on dispose les cartes, avec des monstres qui ont des valeurs et on joue face cachée sa carte. Oui. Et le but, c'est de battre la valeur des monstres. Voilà. Et il faut réussir, comme on pioche très peu dans le jeu, il faut qu'on arrive à savoir qui met quoi avec le système. On tend les mains, c'est bien, pas bien, moyen. Ouais, il faut savoir qui met quoi. Et voilà. Et le but, c'est qu'on arrive à bien gérer nos cartes pour pouvoir battre le monstre. Ouais, battre tous les monstres qu'on aura à la suite parce que comme on repioche peu souvent, c'est vrai qu'un monstre de 3, si on le bat avec une valeur de 8, on gâche beaucoup en fait. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment lambda en fait comme jeu. Pour un jeu coop sans communication. Pas de surprise. Pas de surprise. Tu l'as dit, je pense que peut-être le fait qu'on joue on joue le premier niveau, c'est pas ouf parce qu'en fait, très vite, t'as pas beaucoup de challenge du coup. Voilà. Et en fait, de mémoire, par un tour de jeu, nous on était 5 quand on a joué, on ne peut poser que 4 cartes. Oui, voilà. Donc faut peut-être pas forcément jouer à 5, je dirais. Mais j'ai pas compris si en fait ça se rééquilibrait pareil, parce que ce qui s'est passé plusieurs fois, c'est il y a forcément un qui ne pourra pas jouer une carte, donc qui passera. Sauf que nous, c'est tombé plusieurs fois sur la même personne qui était amenée à passer. Et de fait, pour cette personne-là, tu te fais chier à mourir. Ouais, clairement. Pour moi, il y a un problème de rythme en fait dans le fait de dire tu peux passer, parce que si ta main de départ elle est nulle, il y a probablement beaucoup de chances que ce soit toi qui passes, quoi. Oui. Donc soit la proposition elle sert à rien en fait de jouer, de passer son tour, ou alors il faut réduire le nombre de personnes qui y jouent.
Je pense passer son tour, ça apporte rien au jeu en fait. Ouais, ça pourrait être pour dire temporiser ou oui, on pourrait se dire peut-être j'ai un monstre de faible valeur, donc si moi j'ai des très bonnes cartes, ça vaut pas le coup que je vienne jouer parce que je vais gâcher. Mais en tout état de cause, c'est soit j'ai une très mauvaise main et en fait je vais galérer à jouer, soit j'en ai une très bonne et je vais. Il y a quand même les monstres, il y en a pas non plus. Enfin, ça peut aller vite d'avoir des monstres de faible. Donc c'est vite. Si t'as une main qui est très extrême, tu te retrouves très facilement à passer, je trouve. Ouais. Et pas très satisfaisant pour le rythme du jeu, quoi. Bon, franchement, c'est pareil, j'irai pas. Je crois que j'ai même pas envie d'aller voir ce qu'il y a après, quoi. Ça m'a pas assez j'ai pas trouvé ça assez intriguant pour me dire que c'est peut-être juste la première partie qui est comme ça et pas. C'est pareil. Ce qu'ils nous ont dit plusieurs fois. Ouais. Mais alors, est-ce que ça vaut le coup d'essayer ? Je sais pas. Mais ou pareil, plutôt avec des enfants, en fait. Oui, toi tu pour verrais... des joueurs, je pense que tu t'ennuies très rapidement. Ok. Toi, tu le verrais plus comme un peu un jeu d'initiation à communication limitée. Je pense que ça pourrait marcher, ouais. Ouais, j'y avais pas vu sous cet angle, mais ouais, c'est vrai que même je trouvais qu'il y avait pas besoin de faire beaucoup de concerts. En fait, il y a pas vraiment de concertation, je trouve. Et puis il y a pas de challenge véritable. Donc bon, ça reste un peu plat. Ouais, on va dire. Oui, c'est assez plat en fait. Bon, éventuellement voir ce que ça donne les parties suivantes, mais c'était pas non plus fou. Donc c'était notre première journée qui était vraiment on va se dire on avait passé un super festival et ça commençait super bien. Ouais, là on n'est pas sur du ouf, mais ça commence à s'améliorer le lendemain. Le lendemain, nous sommes allés sur le stand d'Atalia et là on a fait 2 jeux, dont un très très cool dont on va parler après. Ouais. Mais le premier était pas mal. Oui, c'était pas mal du tout. Alors c'était Comet, un jeu de Peter Prince qui est illustré par Hendrik Nowak. Et moi, ce jeu, je l'avais repéré parce que Peter Prince, c'est l'auteur de Thèbes, un jeu que j'adore. Le fameux Thèbes. Et Peter Prince, c'est quelqu'un qui n'a pas une très grosse ludographie. Je pense même que ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas sorti de jeu. Alors, en vrai, je crois que le jeu, dans sa version originale, il date de... Oui, non, il était sorti en 2023. Hein. Il est sorti en 2023, ouais. Donc il a un an, on va dire 1 an et demi par rapport à aujourd'hui. Mais du coup, j'étais quand même super curieuse d'aller voir ce que ça donne. Et on a joué à 2. Je pense clairement que c'était pas la meilleure configuration. 3-4. Ouais. Mais on a quand même eu, je pense, on voit bien les sensations de ce que peut proposer le jeu, quoi. Tu veux le présenter rapidement ? Alors, le but du jeu, c'est ramener ces espèces à la surface pour éviter de prendre une comète et que tout le monde meure. Ouais. En gros, schématiquement. Au niveau DA, c'est sympa. On joue que des dinosaures, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Système de course-poursuite où il faut aller le plus rapidement possible sauver ces monstres. C'était pas mal. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Le système, c'était pas original, mais tu te prends vite au jeu. Et moi, j'ai bien aimé notre partie. C'était plutôt sympa. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on va jouer nos cartes. On peut jouer nos cartes pour poser des animaux sur le plateau. On peut aussi jouer des cartes pour se déplacer. Oui, en fait, les cartes, c'est des cartes à multi-usage. Et on va avoir un petit système un peu comme dans l'Aïsla où on va avoir finalement... on peut avoir jusqu'à 3 animaux en même temps déployés sur le plateau. Et on va avoir 3 emplacements sur un petit sorte de barrette individuelle. Ouais. Et donc, on va pouvoir toujours jouer... on va avoir... Donc, toutes les cartes, elles sont multi-usages, mais on peut aussi jouer en fonction de nos 3 potentiels dinosaures qui sont sur le plateau, quoi. Et ce qui nous laisse penser quand même que ça va être mieux à plus, c'est que si je passe sur un emplacement, parce qu'en fait on va avancer dans le sens où on va avoir je peux avancer sur du sable, de la prairie, de la forêt, ou de la jungle ou de l'eau, et ça va être des symboles, et sur le plateau on retrouve ces symboles. Mais si on a quelqu'un qui est devant nous, en fait on peut lui grimper dessus. Voilà, on peut faire saute-mouton en fait. Ouais. Et en réalité tout le sel du jeu, il va être d'optimiser nos déplacements par rapport au placement des autres. C'est ça. Donc c'est pour ça à 2, on s'est chevauché peut-être 2 ou 3 fois, pas plus. Ouais. On s'est pas trop gêné. Ouais. Donc presque on jouait dans notre coin, on peut dire. Oui, au tout début de la partie même. Mais je pense à 3 ou 4, ça peut être bien sympa. Oui, je pense qu'on peut faire des bons coups d'éclat, en fait, si on se débrouille bien. Puis après, il y a des systèmes avec des cartes qui ont des pouvoirs. Une fois qu'on a l'animal et on l'a sauvé, va pouvoir activer des cartes. Donc je trouve qu'il y a des bonnes idées. C'est pas non plus... j'ai pas eu l'impression que c'était exceptionnel. Hein. Enfin, voilà, on va pas se mentir, quoi. Il y a ce petit côté gestion de main, il y a ce petit côté course. Un jeu que j'ai trouvé agréable. J'ai pas non plus l'impression d'avoir joué à ça 150 000 fois. Enfin, non, c'est ce que je me suis dit. J'ai pas l'habitude de ce genre de jeu. Donc, tant mieux.
Et je trouve que les cartes sont vraiment... Enfin, le fait qu'on ait toutes ces cartes, c'est vraiment cool, en fait. Ouais. C'est les cartes qui apportent vraiment du plaisir parce que c'est assez... Le fait de monter comme ça, puis de pouvoir utiliser les aspirations des autres, on voit bien l'idée. Mais en fait, le fait que ça se combine avec la gestion de main, les 3 emplacements, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. J'irais pas dire que c'est un coup de cœur du tout. Hein. Non, ça fera pas partie des coups de cœur. Ça fera pas partie des coups de cœur, mais c'était quand même intéressant parce que voilà, il y avait cet aspect, il y avait quand même un aspect un peu original. J'avais pas l'impression d'avoir fait ça 50 fois, quoi. Ouais. Ce qui compte aussi, quoi. Et ensuite, on a été jouer un tout petit jeu qui paye pas de mine, avec une couverture pas terrible, pas très attractive. Et là, pour le coup, on a vraiment beaucoup aimé. Ouais. C'était Clans of Glory. Donc ça, c'est une localisation par Atalia d'un jeu qui est chez Our. Et Clans of Glory, c'est un jeu de Léo Colovini. Voilà, et puis de Gabriele Boubola, qui est illustré notamment par Michael Menzel. Un jeu qui, quand on le voit de loin, on se dit, tiens, c'est Shoten Toten. Ouais, c'est ça. Et on se dit, t'as vu la couve ? Bon, allons voir, la table est libre. Ouais, c'est pas le meilleur de Michael Menzel, on va dire. Bon, je suis déjà pas très fan à la base, mais bon, là, ça donne pas spécialement envie. On se dit, ouais, c'est Shoten Toten, qu'est-ce qu'ils ont refait ? Le jeu paye vraiment pas de mine, sauf que, ça marche. C'est-à-dire que c'est ce genre de jeu où il y a absolument 2 règles. La première règle, c'est la règle de pose de ces cartes. On va avoir des bornes, effectivement, comme dans Shoten Toten. On va placer des cartes autour des bornes, dans des emplacements. On a une règle de pose de cartes, et puis on a une règle qui dit que quand on a posé une carte, si on veut, on peut placer un jeton sur la borne en question. Et puis en fait, à partir de là, j'ai donné toutes les règles. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est qu'après, il y a énormément de profondeur dans le jeu, parce qu'on peut jouer très dans son coin, on peut jouer très stratégique, on peut jouer avec de l'interaction, on peut vraiment jouer pour faire des sales coups aux autres. Ouais. Pourquoi ? Parce que les cartes, on va les poser autour de la borne. Il va y avoir des valeurs sur ces cartes. On peut poser un jeton, jusqu'à 3 jetons sur une borne. Et ensuite, quand on aura posé toutes nos cartes, ce qui va se passer, c'est qu'on va on va attribuer aux joueurs et joueuses les cartes de la borne en fonction de l'ordre de pose des jetons. Mais si, par exemple, je suis la première à prendre, et je vais prendre les cartes de valeur 6, et la deuxième prendra les valeurs 5. Et puis la troisième prendra les valeurs 4. Mais si je suis troisième et qu'il n'y avait que des 6 et des 5, en fait, je n'aurai que mes yeux pour pleurer. C'est ça. Et tout va résider là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut vraiment bloquer les autres, les appâter pour qu'ils aillent se poser à des endroits. Donc il y a un peu comment dire, je sais pas comment dire, un peu de manipulation qui peut se faire. Ouais, on peut dire ça. Je sais pas comment tu qualifierais plus. C'est un peu c'est une forme de. On va appâter. Je me mets une petite carte, viens par ici et après je te ruine tous tes plans, quoi. Bah oui, c'est ce que t'as fait. Ouais. J'avoue, j'étais un peu. T'as été dur là. Ouais, j'ai été dur sur cette partie. On sentait qu'il y avait besoin. Ouais, en fait, mais je pense qu'effectivement, on a joué toutes les deux. J'imagine qu'à plus nombreux, ou plus nombreuses, ça va être encore plus. Plus tendu. Plus tendu, quoi. Parce que les emplacements se remplissent vite. Hein. Ça va extrêmement vite. On a dû jouer en 15 minutes. Ouais. T'as pas de temps d'emplacement que ça autour des bornes. Donc quand on est à 2, oui, ça revient vite à nous et on a le temps de temporiser ce qu'on va faire. Dès qu'on est plus nombreuses, je pense que les emplacements, ils disparaissent très vite. Et si t'as loupé le coche, il y a vraiment aussi une petite dose d'opportunisme. Et je me demande même si parfois, c'est pas un jeu où t'as intérêt à jouer pour faire perdre des points aux autres. Ouais. Parfois plus que pour en gagner, quoi. Parce qu'à la fin, toutes les cartes qu'on a ramassées, on additionne les valeurs. C'est ça, oui. D'où l'intérêt d'aller chercher les 6 et tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super bien. Vraiment top. Ouais. Une super sensation. Et on a joué, en ayant joué qu'à 2. Et c'est ça qui était cool. On avait, il y avait vraiment littéralement 2 règles de jeu. Et on sent dès qu'on a commencé à jouer, parce que quand on nous a expliqué la règle, moi, je me disais un peu, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça n'a pas l'air fou au départ. J'étais vraiment dubitative. Et dès qu'on commence à jouer, qu'on comprend comment tout ça va s'organiser, on voit toute l'étendue des possibilités. De jouer pour soi, de jouer pour contrer les autres, de jouer pour les faire chuter, de jouer pour limiter la casse. Enfin, c'est vraiment, il y a plein de petits degrés de jeu, quoi, en fait. Non, c'était chouette. Ouais. Ça, c'est, par contre, celui-ci, à rejouer. Oui, à rejouer, carrément, ouais. Ouais, je pense même que c'est moi, je pense que c'est mon préféré du festival. C'est pas mon préféré. C'est pas ton préféré? Non. Non.
On le verra plus tard. Ok, on le verra plus tard. Moi, je pense que c'est vraiment dans les jeux que j'ai préférés, aussi peut-être parce que je m'y attendais pas. Alors, c'est vrai que c'est très old school. Hein. J'en parlais avec... par contre, ouais. Ouais, j'en parlais. C'est vrai que c'est très old school parce que c'est pas des jeux comme on... En fait, le design, il est pas tellement... Ça ressemble pas tellement aux jeux qu'on fait aujourd'hui où il y a toujours trop. Là, c'est vraiment très limité. Mais ouais, c'est très épuré finalement comme jeu. Et moi, c'est ce que aussi j'ai trouvé assez agréable en fait. Ouais. Donc ça, c'était Clans and Glory. Je sais pas pourquoi je dis Clans of Glory, mais pas du tout. Clans and Glory. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a été faire un proto. Ouais. Proto de Rémi Mathieu. Donc auteur de Ancient Knowledge, qui développe un jeu pour This Way, c'est ça l'éditeur, il me semble ? Il me semble, ouais, oui. c'est ça, je pense aussi. Artica, qui sera en financement participatif. Tout à fait. Et j'ai noté la date. Ouais, As-tu noté la date ? Toi, tu fais encore des... Moi, j'ai arrêté depuis que je sais que Darkest Dungeon, je l'aurais jamais... J'ai abandonné. Toi, tu en fais encore des Kickstarter, je crois. Un tout petit peu. Et ce sera donc en financement participatif ? Le 2 février 2026 sur Gamephone. Là, il nous a dit... Enfin, on peut en parler, mais il en est qu'à 2 mois de développement. C'est ça. Donc, le jeu va encore beaucoup évoluer. C'est un jeu qui fait beaucoup penser à Race for the Galaxy, dans l'idée qu'on va toujours faire 2 actions. La joueuse active fait 2 actions. Et ceux qui ne sont pas joueuses actives pourront faire une des 2 actions. Ils choisiront. Donc ça, c'est avec un système de croisement. En fait, on va déplacer un pion qui permettra de dire quelles sont les 2 actions qu'on peut faire. C'est ça. Donc ça, c'est la mécanique principale du jeu. L'idée, c'est on est dans l'Arctique. On va devoir se placer au mieux pour faire des points, nos espèces animales. Et donc, comme dans Race for the Galaxy, on va avoir beaucoup une main de cartes. Et les cartes peuvent nous servir aussi à payer, etc. Donc, des cartes toutes différentes d'animaux qui vont nous permettre de faire, de poser sur un plateau des animaux qui nous permettront de gagner des bonus, de repiocher des cartes, etc. Et quand on crée des animaux, on les a pas tout de suite. Enfin, quand on les fait, les fait spawner, ça fait un peu... Ça fait pas. Non, c'est... quand on fait reproduire. C'est reproduire. C'est un autre terme, mais... Il y a reproduction, et puis il y a... Je sais plus l'autre terme. Je sais plus, ouais. On va pas les avoir tout de suite, on va les placer dans une roue. Ouais. Et il y a plusieurs roues, en fait, qui vont s'imbriquer. Ouais. Un peu comme dans Tolkien. Oui. On retrouve un peu le même système. Ouais, le même système. Avec des animaux qui vont arriver plus vite, d'autres qui vont mettre plus de temps. Et puis tout ça va être rythmé par des événements qui vont en fait modifier le plateau central sur lequel on se place, puisque ça parle aussi de la fonte des glaces, par exemple, de l'exploitation par l'homme de cette zone, par exemple pour la pêche, etc. Ouais, c'est ça. Toi, t'en as pensé quoi ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Et le thème qui change, parce que c'est vraiment tout l'écosystème sur lequel on joue. Et la proposition est vraiment intéressante. Ça me fait, moi, penser un petit peu aussi à Ark Nova, dans le système de placement, ces animaux, etc. Non, c'était plutôt sympa comme partie. J'ai hâte de voir qu'ils continuent à peaufiner le jeu et puis voir ce que ça donne au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça donnait envie d'y rejouer tout de suite. Oui, clairement. Et ce qui est malin, c'est que l'avantage du système d'action comme dans Puerto Rico ou Race, où même si c'est pas ton tour de jeu, tu fais quelque chose, c'est vrai que ça élimine, parce que c'est quand même un jeu où on réfléchit à ce qu'on va faire. Beaucoup, ouais. Il faut quand même bien réfléchir. En fait, ça permet de diminuer tout le fameux downtime qui est parfois chiant. Et puis, qui casse un peu le rythme et qui fait qu'on peut un peu sortir de ce qu'on fait, parce que on sait qu'on va de toute façon faire au moins une action. Au moins une action qu'on choisit. Ouais, autour des autres. Oui, voilà, on a le choix entre deux, mais au moins on sait qu'on fera quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça aussi vraiment réussi. Et pareil, alors là, à 2, ça tournait super bien. Ça tournait méga bien. Le jeu déjà tournait très bien comme ça. Donc, hâte de voir la suite. Je crois que nous, on a fait vraiment popper les événements très vite. Oui. Il était surpris, je crois, sur certaines choses qu'on a fait. Oui, parce qu'en fait, nous, on avait tendance on a beaucoup tourné les roues. Et c'est les roues, le fait de tourner les roues qui conditionne les événements. Et les événements qui pop, c'est une des conditions de fin de partie, en fait, quand on a fait tous les événements. Et j'ai trouvé qu'en plus, il y avait des bonnes imbrications par rapport à ce qu'on faisait dans le jeu et le thème, en fait, qui était proposé. Oui, le thème est chouette. Ouais, le thème est chouette.
Et c'est vraiment axé plus animaux qui essayent un peu qui essayent de survivre en fait à tous les aléas, tous les événements néfastes, parce qu'on a eu que des façons, c'est que des événements négatifs. Que ça, ouais. Donc toi tu te verrais bien y rejouer. Ah, complètement. Faut qu'on refasse une partie toutes les deux. Bah écoute, quand on reverra, pour l'instant c'est encore le proto, mais je pense qu'on reverra Rémi bientôt, donc c'est envisageable en fait. On fera ça. Ensuite, tu te rappelles ce à quoi on a été joué ? Cocon, j'ai noté ? Ouais, Cocon ou Cocoon. Ou Cocoon, ouais, je sais. Cocoon. Et au début, on était parti dans l'idée quand même qu'on allait rouler sur le jeu. Je crois que c'est un jeu 6 ans et plus. Ouais. Et la première partie, on s'est fait avoir, mais comme des bleus. C'était une catastrophe. Ah, mais on a été très très mauvaise, je pense. Donc Cocoon, c'est un jeu de Julien Griffon, Marie Faure et Wilfried Faure, qui est illustré par Camille Chaussy chez Banquise Éditions. Et tu l'as dit, c'est un jeu à partir de 6 ans, donc c'est pas du pur jeu enfant, parce qu'en fait, on peut très bien y jouer entre adultes sans souci. Ce qu'on a fait d'ailleurs. Ce qu'on a fait. Mais c'est vraiment du très familial. On va être sur de la mémoire, mais ça va aussi, le jeu utilise un système qui est pas si fréquent, c'est celui qu'on appelle le système du taquin. Je sais pas si tu te rappelles de ces petits jeux où on devait reconstituer une image en faisant... en déplaçant complètement. C'était ça, quoi. Et ça utilise ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des animaux il faut les remettre dans leur cocon. Et pour ça, on va avoir une sorte de plateau qui compose un taquin. Donc, je pense que c'est 3 sur 3. Et on va devoir à chaque fois faire bouger 4 sur 4. 4 sur 4, je dirais. Ouais, ça a peut-être bien raison. 4 sur 4. Et ce que tu as oublié de dire, c'est qu'on joue dans la boîte de jeu. Ouais. Ça, c'est vrai, ouais. Ça, c'est chouette. Ouais, c'est très chouette. Et donc, on va faire bouger les cases. Les cases, ouais. Ce qui va nous permettre de révéler des animaux. Et le but, c'est d'arriver à remettre la tuile animale qu'on révèle dans le bon cocon. Donc, dans le petit panier qui sert de taquin, en fait, dans le taquin. Sauf que parfois, on les aura vus bien longtemps après. Donc et puis, on se souvient plus. On se souvient plus du tout où ils sont. Ou alors, on est persuadé qu'ils sont là parce qu'à chaque fois qu'on révèle des choses, on a des informations, en fait, qui vont nous apparaître. On va avoir des petites informations sur les boîtes. Et parfois, il faut aller chercher la bonne tuile pour la placer, mais aussi, il faut penser à bien déplacer le petit panier du taquin. Oui, voilà. Pour choper l'information. Parce qu'en fait, si on déplace toujours de la même manière et qu'on a zéro info, en fait, c'est peut-être parce que l'info, elle est d'un autre côté. Donc, il va falloir le déplacer dans un autre sens. On a lamentablement perdu. On en a refait une. Tout de suite. Là, on a gagné quand même. Ouais, on a gagné. Ouais, on avait... Moi, j'ai trouvé ça C'était vraiment... chouette. Ah, c'est top. Enfin... Ça repose sur la mémoire, ce qui est un classique du jeu quand même, plutôt qui s'adresse à des enfants. Mais j'ai trouvé que le fonctionnement avec le taquin, ça marche bien. Ça marche bien, ouais. Il y a vraiment une petite originalité et clairement, là, le matériel, il sert aussi le jeu parce que le fait de jouer, comme tu l'as dit, dans la boîte, c'est super mignon, quoi, en fait. T'as pas de temps d'installation déjà. Ouais. Tu ouvres la boîte, tu peux jouer tout de suite. Donc, tu as un avantage pour un enfant qui va jouer peut-être qu'à 5-6 ans. Tu lui expliques en 2 phrases et tu joues tout de suite. Donc, non, c'est chouette. Ouais, mais j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Je trouve que c'était réussi et que c'était... dans tous ces jeux qui essayent de réinventer un peu les jeux de mémoire, c'était vraiment réussi, quoi. Parce que j'ai pas eu l'impression de jouer à un memory-like, en réalité. Pas du tout. Alors que le fond de la mécanique... C'est de la mémoire. C'est du mémoire. Je pense que le taquin, c'est plus le petit truc un peu gadget, tu vois. C'est un peu le petit truc mais c'est pas une mécanique en tant que telle, quoi. Vraiment, encore une super réussite. Ouais, c'était bien. C'est typiquement. Je me dis, si j'ai des enfants, tu vois, dans la tranche d'âge, c'est typiquement un jeu que j'aurais plaisir à offrir, quoi. Ah bah oui. Et je pense que ma fille, même à 10 ans, elle y jouera avec lui. Ah oui, je pense aussi. Donc c'était vraiment plutôt une bonne surprise. Parce que c'est vrai que c'est pas le genre de jeu auquel naturellement on aurait été. Ensuite, on a joué, alors c'était le soir après. Ouais. On a joué à un jeu dont on nous avait dit beaucoup de bien. Ah bah il hypait beaucoup de monde. C'est Opération Zèbre. Ouais. Bah moi ça a été un flop. Si une partie c'est marrant, on va pas. Ouais, soyons pas malhonnêtes. Voilà, on va être gentils. Mais c'est quoi, c'est un jeu est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu de quiz un peu? Un jeu de culture G plutôt, je dirais. Ok. C'est un système de cartes où tu as des inscriptions, tu as plusieurs phrases que tu dois rayer en fonction du nombre de points que tu peux marquer. Et il faut faire deviner à ton équipe. Mais
Si tu connais ton groupe de joueurs, des fois il suffit de rayer barrer tout et de garder qu'une seule phrase et t'es sûr de marquer le point. C'est ce qu'on a eu le cas pour un truc. Tout de suite. Je pense que la première carte, je crois que j'ai laissé 2 phrases par doute, mais je savais que t'allais trouver dès la première phrase. C'était le cas. Par contre, si tu connais pas ton groupe, qui est plus personnage, série, parce que t'as plusieurs thèmes quand même. Célébrité, film. Acteur. Ouais. Et je ne sais plus après. Il y avait territoire, enfin un truc comme ça, non ? Ouais, qu'on n'a pas fait du tout. Le jeu fonctionne bien, mais c'est vite redondant. Et puis une fois que tu connais tes cartes, ça perd son intérêt pour moi. Ouais, alors en fait, effectivement, le problème des jeux de culture générale, c'est toujours les connaissances et on sait que ça peut être super violent quand, toi, tu trouves pas. Enfin, c'est hyper difficile. On voit tout ce qu'on a déjà dit sur tous ces jeux de culture G. Là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir, moduler le niveau des informations. Mais en vrai, c'est faux, ça. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Les gens, ils te tirent. C'est pas du tout, tu vas moduler parce que tu peux mettre plus ou moins de points. Parce qu'en réalité, tout le jeu, il te pousse à trouver avec le moins de points possible. Ouais, puis je crois que t'es limité en nombre de points utilisés. Très limité. Donc, en fait, les trucs qui te donnent vraiment des très gros indices, pour autant que les gens les comprennent, en fait, c'est déjà 3 points. Donc, je crois que nous, on devait en donner que 4. Que 4, ouais. En vrai, ça va super vite. Ouais. Et t'as aucune garantie que les gens y trouvent. Donc, en réalité, ce qui va se passer, c'est que si tu joues vraiment pour les points, tu donneras très peu d'indices et les gens y trouveront juste pas. Et je vois pas en quoi ça module, puisque ça modulerait de dire je choisis quelques phrases et tout, mais puisqu'il y a un nombre de points et que t'es contraint par ton nombre de points, limité, en fait, je trouve que ça revient exactement au même, quoi. Je vois pas en quoi ça lutte contre ce côté un peu de hyper inégalitaire de la culture G, quoi. Et comme tu dis, en fait, t'en as fait une partie. Ok, t'as peut-être pas fait tout, on n'a pas fait toutes les cartes. On n'a pas fait toutes les cartes, non. Non, largement, enfin, on va pas se mentir. Mais t'en as fait une partie, c'est bon, tu vois en quoi ça consiste. Moi, typiquement, c'est le genre de jeu auquel j'ai fait une partie, j'ai pas envie d'y rejouer. Non, pas du tout, non. Les autres étaient plus hypés que nous. Je crois qu'il y a que nous. Ah ouais, ils veulent. On en a rediscuté, je pense, le lendemain, et ils en reparlaient encore en disant que le jeu était très bien en fin de soirée. Je suis moi, ça n'a pas marché, quoi. Ouais, non, moi, c'est typiquement le genre de jeu où je peux en faire une partie, mais j'ai jamais envie d'en recommencer une autre, non, quoi. Pas du tout. En fait, ça reste un jeu de culture générale. Enfin, on peut te l'emballer comme on veut, te mettre des paillettes, te faire croire que. En réalité, celui qui connaît le mieux. Et puis, il y a le fait d'avoir les connaissances, il y a le fait d'avoir de la mémoire, il y a le fait d'être capable de mobiliser tout ça au moment où tu joues. Il y a des tas de gens qui peuvent être très cultivés et tout, ils sont ça peut créer un stress, donc en fait je vois pas ce que ça change. En plus, oui, il y a tout un système où tu peux intercepter aussi les réponses des autres. C'est ça, je crois que tu as 10 que j'ai trouvé complètement artificiel. Ça sert à rien. C'est surtout qu'en plus, tu peux pas vraiment te concerter. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu vas donner le lead de la personne parce que dans un groupe, tu vois vite qui c'est qui est la plus à l'aise. Donc en fait, c'est toujours le même ou la même quasiment qui va faire l'interception, tenter l'interception. Donc en fait, les autres pendant ce temps-là, en réalité, ok, ça a été mis pour que tu joues pendant que les autres devinent leurs mots et que tu participes aussi et qu'il y ait une compensation au fait que tu attends qu'ils résolvent leur. Mais en fait, c'est l'interception si toi t'es pas celui qui. Comme tu vas pas te parler puisque les autres ils peuvent entendre ta réponse. Bien sûr. Ça n'a pas de sens. Et de fait, si t'es pas celui qui intercepte, les autres tu te fais chier tout autant, quoi. En fait, c'est ça. Moi, j'ai pas. On n'a pas adhéré. Non, on n'a pas adhéré. Et pour moi, ça continue de créer tous les problèmes de ce genre de jeu. Alors, on va quand même me dire que Opération Zèbre, c'est un jeu de Lenny Landau, illustré par lui-même, par Lenny Landau, et c'est chez Big Moustache Games. Je me demande si c'est pas leur premier jeu. Alors, toi, Dorothée, tu as aussi été jouée à un jeu où j'étais pas avec toi. Oui, j'ai testé le TCG de One Piece. Ok. T'es fan du manga ou pas ? J'aime bien. Donc toi, on peut dire que t'aimes beaucoup les mangas. Oui, quand même. On peut révéler. Entre autres. Donc tu t'y connais, c'est pas un domaine dans lequel tu t'y connais pas, mais c'est pas forcément de tes préférés. Ça en fait partie, voilà. Donc tu connais l'univers. Ouais. Tu penses que c'est un plus de bien connaître l'univers ? Non, pas forcément. Non, du tout. Il joue facilement, donc pas besoin de connaître juste les personnages principaux. Ça aide à constituer l'équipe, à voir un petit peu ce qui se passe. Ouais. Mais sinon, l'univers, non, t'as pas besoin. Après, moi, j'ai un seul reproche sur le jeu, c'est que les écritures sont minuscules et tout est écrit en blanc. Donc, en fait, t'as du mal à voir. On a été handicapés. Celui avec qui je jouais, il m'a sorti la même chose. Il m'a dit, mais on voit rien du tout sur les cartes, c'est tout petit et c'est blanc. Quelle idée ? Ok, faut jouer avec une loupe.
Ouais, presque. Mais ouais, pourquoi en blanc ? J'ai pas compris. Et sinon, ça joue... Ça joue facilement. Les règles sont pas très difficiles. Après, là, on a joué avec le deck de démarrage, ce qu'il proposait. Donc, t'as pas toutes les cartes, t'as pas toutes les actions, mais tu comprends le principe. C'est du compétitif. C'est du compétitif. Et tu vises à chaque fois ton personnage que t'as devant toi. Donc là, en l'occurrence, pour ceux qui connaissent, c'était Luffy, le personnage principal. Et donc, système d'attaque, comme n'importe quel TCG. Mais les cartes sont très belles. Le seul reproche, c'est les fameuses écritures blanches. T'aimes bien les TCG en général ou pas plus que ça ? Pas plus que ça. Ancienne joueuse Magic, mais d'il y a très longtemps. Ok. Et ça s'arrête là. D'accord. Mais tu penses que c'est plus un jeu qui s'adresse aux fans ? Aux fans, ouais. C'est un peu du fan service. Complètement. Tu dirais pas que ça va être c'est un TCG qu'on peut jouer pour ce qu'il propose de partie. Non, au niveau mécanique, non. Ça va être très novateur, quoi. Non, du tout. Après, ça fonctionne super bien. Donc, je pense que ça va fonctionner parce que si tu regardes au Japon, ils en sont à je sais pas combien de séries déjà de sorties et ça fonctionne super bien. Ok. Donc en France, ça va être la même chose. Mais tu recommandes quand même d'essayer. Ah oui, complètement. Mais tu penses pas que ce sera C'est vrai que là, des TCG en ce moment, on bouffe. Il y en a trop entre Lorcana, Pokémon, ouais. Un indétrônable. Bon, Magic aussi, ouais. Et puis Yu-Gi-Oh! Et puis il y a eu Alter, il y a eu Star Wars. C'est vrai que là, on en a l'impression que c'est un peu ce qui a super bien marché en 2024 et que du coup, on gave un peu les joueurs et joueuses à base de TCG. Un peu trop, ouais. Je pense que c'est en train de s'essouffler pour certains. Donc est-ce que ça va perdurer ? J'ai un gros doute quand même. À part les principaux qui vont rester. Donc en fait, c'est les fans de la série qui vont peut-être acheter le jeu pour avoir les cartes en fait, qui vont faire de la collection, un peu comme ce qu'on dit souvent sur Pokémon, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent les cartes sans jouer au jeu. Sans jouer, ouais, tout à fait. Et c'est ce qui s'est passé quand c'est sorti, ça a été dévalisé. Donc ça sera vraiment pure collection avant d'être... Et là, il est déjà sorti en France ou c'était... Ouais, c'est sorti peut-être il y a 2 semaines, je dirais, 2-3 semaines, pas plus. D'accord, donc c'était vraiment le démarrage du jeu, quoi. Ouais. Ok. Donc jour suivant, on a été jouer à Tower Up. Alors c'était pas une nouveauté parce que Tower Up, il est sorti depuis longtemps. Ouais, ça commence à faire un petit peu. Ouais, c'est un jeu de Sébastien Pochon, Grégoire Larget et Franck Critin. Qui est chez Monolith. Ouais. Et alors, on avait une énorme mission. Parce que l'après-midi, qu'est-ce que tu faisais ? Je m'étais inscrite au tournoi alors que je connaissais pas du tout le jeu. C'était comme ça, c'est Dieu. Il y avait possibilité de jouer avec Fred Henry et puis avec Monsieur Fall, que je connais personnellement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? C'est l'occasion. Donc, c'était plus pour l'amusement, mais je me suis dit, la veille au soir, demain matin, ce serait peut-être bien d'aller jouer à Tower Up. Et on peut dire qu'on a eu une super animatrice. Qui s'appelle aussi Dorothée, qui était au top. Qu'elle était au top, donc je sais pas si elle nous écoute ou pas, mais on lui fait un big up parce qu'elle était vraiment géniale. Ouais. Elle était en mode, c'était ta coach, quoi. Ah ouais, elle était quand à tu lui as dit que tu faisais le tournoi, elle était... Elle était tout de suite, alors je vais t'expliquer, il faut faire ci, il faut faire ça, tu regardes là et tu les défonces. Ouais. Non, c'était chouette. Ouais, c'était chouette. Bon, Tower Up, c'est vrai que le jeu est sorti depuis un bout de temps, donc on va pas revenir dessus. C'est un jeu dans lequel on va construire des bâtiments, il y a des objectifs à remplir pour marquer des points. Le but étant d'arriver aussi à avoir posé son toit et que personne puisse poser par-dessus toi, en fait, parce qu'à la fin, le nombre de toits est visible. Ouais. Voilà. On sait que ça reprend un petit peu. Moi, j'ai pas forcément vu l'affiliation. Si, parce qu'il y a l'idée des bâtiments comme dans Metropolis, qui était un jeu de Sébastien Pochon, qui était chez Istari. Mais dans Metropolis, pour moi, ce qui était vraiment notable, c'était aussi qu'il y avait toute une partie enchère. Que là, il n'y a pas du tout. En vrai, c'est un jeu ultra familial. Mais je dis pas péjorativement du tout. Non, parce qu'il fonctionne bien et tu regardes quand même ce qui se passe sur le plateau. Voilà, et je pense que c'est juste que c'est effectivement parce que les enchères, c'est plus dur à gérer, je pense, notamment pour si tu joues avec peut-être des enfants. C'est pas évident de gérer l'enchère. Moi, j'ai trouvé ça hyper agréable. Oui. Bon. Ça a de la gueule, mais c'est quand même beaucoup de plastique. C'est que du plastique. Ça, c'est un peu... En fait, c'est un peu moche quand même. Je trouve que c'est dommage, quoi. Ça enlève un charme au jeu. Mais après, le jeu Le jeu, il fonctionne bien. Et puis, moi, l'après-midi au tournoi, les joueurs étaient tous à fond. Ouais. Par rapport à moi, je me suis dit, mince, il y a un décalage. En plus, à ma table, je suis vraiment tombée avec Monsieur Fall et un des auteurs du jeu.
Ouais. Donc j'étais avec Grégoire Larget. Larget, pardon. Donc forcément, quand t'as fait je sais pas combien de parties, bah tu te fais un peu démonter. Mais bon, c'était chouette. Comme expérience. Bah ouais. Mais t'es pas arrivée dernière de ta partie. Non, c'est déjà ça. Ouais, donc bien joué. Enfin déjà, sachant que t'avais découvert le jeu le matin même, moi je trouve ça bien joué quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Mais du coup, t'as rien gagné. Il y avait quoi à gagner? Je pense qu'il faisait gagner une boîte de jeux à la fin. Mais est-ce que tu sais qui est-ce qui a gagné la première place? Non. Bah Fred Henry. Je me suis dit, il aurait pu laisser gagner quand même. Mais il a fait tellement de parties qu'il a joué à la gagne. Et bah non, il faut faire le vrai jeu, en fait. Je vais pas... Ouais. Bah sinon, ça a faussé tout, quoi. Bah c'est ça. Donc non, c'était vraiment sympa, bonne ambiance. Moi, je pense que c'est vraiment typiquement... c'est un jeu qui... Ouais, c'est le type de jeu qui est un peu du hockey game. Voilà, c'est pas... J'aime pas trop dire ça, mais... En soi, il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien qui t'extasie. Ça marche bien, c'est pas mal, c'est bien foutu. Je pense que tu me redirais on y rejoue, on y rejoue sans problème. Enfin, mais ça me laissera jamais aucun souvenir en fait. Enfin, ça me laissera pas, j'ai pas un effet de waouh quoi. Non, il n'y a pas cet effet-là. T'as pas cet effet-là, t'as pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel, mais force est de constater que oui, c'est plaisant. Tu peux pas dire que tu passes un mauvais moment, mais c'est quelque chose qui est finalement très très bien marketé quoi. Ouais, complètement. Voilà. Et c'est un peu toujours la difficulté qu'on a de savoir si si on recherche quelque chose qui où on a une surprise, quelque chose d'un peu plus original parce que tout est assez convenu finalement. T'as des contrats, t'as ce que t'as déjà vu plein de fois, t'as rien de particulièrement novateur. Non. Donc je suis un peu, c'est pas que je suis embêtée sur ce jeu-là parce que j'ai passé un super bon moment, j'ai vraiment apprécié la partie et en même temps je sais bien que c'est le genre de partie qui, je me dis si j'y rejoue jamais, en fait ce truc-là il passera dans les, tu vois, un peu dans la mémoire puis tu l'auras. En fait ça s'oublie vachement vite quoi. Oui. C'est ça qui est dommage. C'est un peu dommage quoi. Le jeu est pas mauvais en soi. Ouais. Mais il a rien de... Il révolutionne rien. Ouais, il te laissera pas un souvenir mémorable, quoi. À part, toi, tu vas t'en souvenir parce que t'as fait le tournoi. Parce que c'était circonstances, ouais. Ouais, mais c'est pas le jeu en lui-même qui a réussi à créer un truc... Pas du tout, ouais. C'est un peu... Ouais. Mais c'est un bon jeu familial. Ouais, en fait, dans le sens où, effectivement, ça, pour tout ce qui est gestion de territoire, de placement sur les... fait de faire des parce qu'en fait, il y a quand même une idée de majorité, puisque tu vas essayer de te placer dans les tours, marquer des points par rapport à la hauteur des tours, donc... Puis t'as tes cartes objectifs aussi. Ouais, t'as des cartes objectifs. C'est ça je trouve dingue, c'est que c'est vraiment, pour moi, c'est ça, c'est ce genre de jeu qui est bien fait, c'est un bon produit, comme dirait Michel Dufresne. Ouais. Mais est-ce que si tu te dis que si le jeu est un peu plus qu'un produit, voilà, on s'arrêtera là, quoi. Mais j'y rejouerai avec plaisir, je le dis complètement. Mais tu vois, mais je suis pas sûre d'en garder des souvenirs dans 6 mois, 1 an. Je crois que j'aurais un peu oublié tout ça, quoi. Et puis à noter, il y a une extension qui va sortir au moment des scènes. D'accord. Qui rajoute des ponts. Des ponts et il y a autre chose, mais principalement des ponts. D'accord. Bon, écoute. On verra. Hein. On verra ça change beaucoup la donne. Ensuite, on a été jouer à Daydream. Ouais. C'est ça ? C'est ça. Donc, Daydream, c'est un jeu à cocher, comme on dit. Un roll and write. Oui, c'était ça. Hein. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment avec des dés. Ouais. C'est un jeu de Benoît Turpin et Anthony Perron, qui est illustré par Mémé Candia chez Disto Studio. Donc, on l'a dit. Alors, la couve... Elle est sublime. La couve est sublime et j'avoue que quand tu la vois, tu as envie de jouer au jeu. Complètement. Elle arrive à te procurer cette attirance parce que visuellement, je trouve qu'elle ne ressemble pas à des trucs qu'on a déjà vu beaucoup. En fait, ça a vraiment une originalité qui fait que ça te démarque. Moi, ça m'a fait penser presque à une couverture de bande dessinée. Ouais, tout à fait. Et il y a ce petit côté-là parce qu'en fait, on va avoir un plateau qui est plié en 3. Ouais. Et selon ce qu'on veut faire, si on veut jouer plus ou moins longtemps, plus ou moins compliqué, et en fait, on va pouvoir déplier le plateau en 2 ou en 3. Et toutes les images, en fait, s'emboîtent parfaitement. Ouais. Et ça, je trouve que c'est... visuellement, c'est super réussi. Ça, il n'y a pas à dire. Et puis, c'est le parti pris visuel, c'est quelque chose qui est assez doux, qui va bien avec le titre du jeu, hein.
Et il s'est marqué d'ailleurs sur la boîte. Bon, je crois que la phrase c'est un truc, un jeu malin et cosy. Alors, oui, je crois que c'est ça. Voilà. Alors cosy, je trouve que ça fonctionne bien et ça donne bien l'atmosphère générale. En revanche, il faut arrêter de marquer jeu malin parce que c'est vraiment un malin. Ça veut rien dire en fait. En fait, ça veut rien dire du tout. Voilà, exactement. Malin, ça te donne rien. C'est un terme qui est utilisé à tort et à travers actuellement. Je ne sais pas, pour parler des jeux. C'est même un peu exaspérant parce que du coup, les vrais jeux malins, en fait, on s'en aperçoit même plus qu'ils sont malins puisque tout est malin actuellement. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que comme il y a eu beaucoup de roll and ride, de flip and ride, où on a des jeux qui ont atteint des niveaux de complexité dans ce style-là, presque trop complexes par rapport à ce que ces jeux sont censés procurer comme sensation. C'est vrai que souvent les roll and ride, c'est souvent des jeux un peu chill. Il y a ce côté de un peu je me pose tranquillement et c'est quelque chose d'assez cool à vivre parce qu'il n'y a pas généralement il n'y a pas d'interaction très forte dans les roll and ride. Donc c'est des jeux comme ça assez paisibles, mais il y a des jeux qu'on mis qui peuvent être bien faits. Moi je pense au Mur d'Adrien qui est quand même pas mal du tout, mais qui a un niveau de complexité même que je me demande même trop par rapport au type de jeu. Compliqué. Et là, ce que j'ai trouvé super appréciable, c'est que c'est très très... ils ont repris vraiment l'essence du roll and ride parce que tu lances tes dés et tu marques tes valeurs sur ta grille. Dans tes petits nuages. Dans tes petits nuages. Et en fait, tu peux toujours marquer tes valeurs. Simplement, si tu arrives à bien agencer ton truc, tu auras des bonus, en fait. Ça, j'ai vraiment trouvé ça... Alors, c'est marquer les bonus, c'est si tu arrives à mettre les chiffres de... C'est ça, c'est système un peu sudoku. Ouais, il faut que tu mettes en ordre croissant, puis il faut pas avoir deux fois la même valeur... Enfin, faut pas avoir la même valeur dans une même colonne, une ligne. Et c'est ce que j'ai trouvé super bien pensé, c'est qu'ils sont revenus, voilà, cette espèce d'essence du ultra simple dans ce que je vais faire. J'ai mes résultats de dés, je vais placer les valeurs, ok, c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, c'est quand je finis des lignes ou des colonnes, j'ai un petit bonus. Et si j'arrive à le faire dans l'ordre croissant, j'ai un bonus supplémentaire. Ils ont pas essayé d'aller en faire de trop, en fait. Oui, il n'y a rien qui est surchargé, en fait. Ouais, je pense que c'est un bon parti pris, finalement, et qui colle avec l'ambiance qui a été choisie pour le jeu, cette ambiance assez cool et tout. J'imagine nous, on a fait le premier plateau. Ouais. Je pense qu'ils ont beaucoup misé aussi sur le fait que les plateaux soient évolutifs, finalement. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est intéressant, en fait. Tu fais ta première partie sur une face et tu découvres au fur et à mesure, ah bah tiens, je peux faire ci, si je replie comme ça, je fais ci. C'est quand même sympa. Et en plus, j'ai trouvé que parce que des roll and ride et flip and ride qui sont dès que tu mets deux coups de stylo puis que tu frottes, c'est dégueulasse. Il y en a plein. Là, c'est vrai que c'était plutôt qualitatif, puisque on jouait quand même avec une boîte de démos. De démos, et puis qui a vu c'était notre 3e jour déjà, donc il y a eu quelques parties de fête. Ouais. Et le matériel n'a pas bougé. Ouais. Franchement, c'est un jeu, c'est pas révolutionnaire du tout. Mais moi, je pense que c'est le genre de jeu que j'irais acheter, tu vois. Ouais, pareil. Ouais. Je me suis fait la même réflexion. Comme quoi, parce que c'est... ouais, je vois très bien, c'est le genre de... J'appelle ça le jeu du café du dimanche, tu vois. Ouais, complètement. Où t'es posé et tu fais ta petite partie. Ouais, complètement. Et ça m'a donné envie d'aller voir les autres grilles. Parce qu'en plus, il y a des petits scorings différents. Enfin, j'imagine qu'il y a un peu de complexité qui rentre, mais... J'ai pas le sentiment que ce soit complexité à te faire brûler les neurones. Non, du tout. On est quand même dans quelque chose d'assez... c'est très accessible. Accessible, mais dans le sens où, finalement, ils ont retenu l'essence de ce qu'est sont les roll and ride au départ, quoi. C'est je lance des dés, je fais une combinaison, et puis voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin pour que tu puisses avoir un sentiment de jeu derrière, quoi. Donc ça, c'était des dreams. Après, nous sommes allés jouer au monde de Rétera. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'était sur le stand d'Hasbro. Et le stand d'Hasbro n'était pas dans la partie jeu de société, il était dans la partie jeu de rôle qui était au dernier étage, où il y avait quand même, on peut dire qu'il y avait personne. C'était très calme. Donc en fait, on est arrivé, on a eu une table tout de suite. Directement. Eric Lang était pas très loin. En plus, voilà. Donc on a fait notre partie et j'en avais entendu parler et pas vraiment en positif. Pareil. Les gens étaient beaucoup déçus, mais je pense qu'ils avaient une image des jeux qu'il a l'habitude de faire. Et puis là, ils se sont dit, c'est quoi cette proposition, quoi. Alors que le jeu, il fonctionne vraiment bien. Après, il faut jouer avec des enfants parce que c'est vraiment... c'est joli, c'est facile. C'est pas un casse-tête complètement. Tu fais ton petit... C'est de la pose de tuiles, en fait. Ouais, sur un carré de 4x4. Ouais. Et tu poses tes habitations, tes petits habitants. Et puis tu fais un peu ton petit truc dans ton coin. C'est pas désagréable.
En fait, ouais, ça va être de la pose de tuiles assez classique dans laquelle, effectivement, si tu arrives à faire matcher certains symboles, tu peux construire des bâtiments. Ouais. Sachant que les bâtiments sont quand même assez intéressants, j'ai trouvé, parce que sur cette pose de tuiles qui est très solitaire finalement et où tu construis ton petit paysage et c'est très gratifiant, les bâtiments, ils vont apporter un peu d'interaction, alors plus ou moins forte, parce qu'en fait, je pense que tu as plusieurs niveaux de type de bâtiments avec lesquels tu peux jouer. Et donc, tu peux vraiment moduler ça. Il y a un petit système de majorité avec un bâtiment. Il y a le fait de créer des zones plus ou moins de couleurs et tout. Enfin, tu as tout ce que tu retrouves assez... En fait, c'est très classique. Ouais. J'ai presque même l'impression que c'est un peu un exercice de style. Comme s'il avait dit, je vais faire un jeu de pose de tuiles. Presque pour ses enfants. Ouais, voilà. Et quand après, c'est vrai qu'on en a discuté avec lui, c'est ce qu'il a, il a dit que lui, en vrai, lui, il jouait pas à ces gros jeux. En fait, il joue plus à des gros jeux, il joue plutôt à des jeux de ce type-là, parce que notamment, il a des neveux, des nièces, etc. Et qu'en fait, il avait envie de faire aussi un jeu avec lequel il pouvait jouer avec sa famille, quoi. Enfin, et moi, j'ai trouvé, tu vois, maintenant que je repense à toutes les critiques que j'avais entendues, toutes n'étaient pas justifiées. Je pense que c'est pas justifié. En vrai, je pense que c'est vrai. Qui explique ces critiques, c'est des personnes qui pensaient qu'il allait faire un Blood Rage. Ouais, voilà. Voilà, ce type de jeu. Mais en fait, c'est ce que tout le monde attend tellement de lui que moi, je peux comprendre aussi qu'à un moment, il a envie de faire autre chose, en fait. Ouais, complètement. Et moi, j'ai trouvé le jeu vraiment plutôt réussi. Puis il y a une extension là qui sortait. Donc on l'a dit, c'est Eric Lang et Ken Gruhl. L'illustrateur, c'est Hugo Cuellar. Et si je retrouve le nom de l'extension, c'est Life in Reterra Moonrise Expansion, voilà, qui sortait cette année, en fait. Et moi, je me suis dit, c'est un peu je trouve que les critiques sur le jeu sont hyper dures parce que le jeu est plutôt réussi. Enfin, est réussi, quoi. Ah oui. J'ai envie de dire, si tous les jeux qui sortaient étaient réussis comme ça, on râlerait moins, quoi. Ça nous changerait avec tout ce qu'on a vu de mauvais, on peut dire. Non, le jeu est agréable, il est sympa. Et effectivement, il faut pas en attendre plus que ce que ça n'est. Donc ça reste Et moi, je pense que c'est aussi pour lui une forme d'exercice un peu de style, de faire un jeu de tuiles assez classique finalement, mais qui est vraiment qui est réussi, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que tous ces jeux de pose de tuiles où tu crées des paysages et tout, ils ont cette capacité à être très gratifiante parce qu'en fin de partie, t'as ton paysage qui s'est créé devant toi. Et ça, on a toujours ce plaisir-là, quoi. Donc voilà, non, c'était très cool. Et puis après, on l'a croisé, il nous a demandé donc on a pu lui dire ce qu'on pensait du jeu et tout. Enfin, on avait pu discuter avec lui. C'est sûr, c'est que il y a tout un ensemble qui fait que ça a été dans la matinée, c'était un moment ultra cool, quoi. Ah oui, clairement. Voilà. On y était au bon moment. J'ai eu le nez fin. Ouais. Et puis t'as pu faire des dédicaces. C'était mes règles de jeu de Cthulhu, des médailles. Voilà, donc ça, rien que ça, c'était très c'était cool. très très très. Après, donc toi, t'es parti faire ton tournoi. Ouais. Et moi, j'ai joué à Panda Spin, qui était donc proposé chez Matago. Panda Spin, c'est un jeu de Karl Schudig. Donc là encore, en fait, on va. Alors c'est marrant parce que Karl Schudig, c'est l'auteur d'Innovation et de la gloire de Rome. Un jeu bien chaotique et dont j'ai un souvenir assez éprouvant. Et donc dans Panda Spin, c'est un jeu de défausse, c'est pareil. On va devoir défausser nos cartes en jouant là encore des combinaisons. Donc ça, c'est vraiment en ce moment la mode. Moi, j'ai vraiment trouvé le jeu vraiment très bien. Il y a un twist qui est assez marrant, c'est que tes cartes, quand tu les joues, si tu ne remportes pas, si c'est pas toi qui l'emporte, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas passé et tout, si c'est toi, tes cartes sont défaussées et tant mieux pour toi. Mais si ce n'est pas le cas, si tes cartes, elles ont deux côtés, blanc et bleu, et les bleus sont légèrement supérieurs aux blanches, en fait. Et en fait, si toi, tes cartes que tu dois en principe remettre dans ta main, elles sont côté blanc, tu vas les pivoter en côté bleu. D'accord. En revanche, si c'est des cartes bleues que tu dois remettre dans ta main, tu ne les reprends pas, donc tu vas les virer. En fait, même quand tu ne gagnes pas c'est pas toi qui gagne parce que c'est pas toi qui a fait passer tout le monde. T'as tout ce jeu hyper malin parce qu'en fait, tu t'en fous de pas l'emporter si t'as que des cartes bleues. Et parfois, si t'as des cartes blanches, là, ça vaut vraiment le coup d'aller te battre un peu pour être le dernier et pouvoir défausser toute ta main. Parce que du coup tu gagnes un tour, tu gagnes un cran de tu gagnes vraiment un tour. Vraiment, moi je trouvais ça super bien. Ouais, je crois que j'ai entendu des bons retours sur le jeu. Tu vois, dans le genre jeu de défausse, comparé à Yellow House, c'est rien à voir. Enfin, si on doit se dire le but c'est de te débarrasser de ta main de cartes, là c'était vraiment 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 bien, quoi. Et ce côté-là donne une autre façon, parce que ce que tu fais c'est toujours pareil, tu fais tes combinaisons et c'est toujours les mêmes combinaisons qu'on fait, on va pas se mentir.
Mais là, tout le sel du jeu repose dans le tempo de à quel moment j'y vais, parce que je vais me débarrasser de carte blanche one shot et en fait je fais un très bon move, ou bien en fait je m'en fous et je vais peut-être me garder des cartes sous le coude pour vraiment le moment opportun, parce que je vais jouer des cartes bleues dedans principalement, et que ces cartes bleues de toute façon je suis sûre de les défausser quoi qu'il advienne. Donc il y a vraiment une question de tempo et de dosage de ça te force vraiment à bien, parce que souvent dans les jeux de défaut, en réalité c'est ça, c'est beaucoup de tempo, mais là ça te le rend vraiment plus immédiat et beaucoup plus évident, quoi. Ok. Toi t'as joué à Tag Team. Tag Team, j'ai joué avec Martin Montreuil. Ouais. C'est un jeu de combat à la Mindbug. C'est un auto-battler plutôt. Ouais. Pas exactement pareil que Mindbug. Mindbug, tu choisis tes cartes. Là, tu vas devoir. Là, tu les mets dans un certain ordre et après, Et tu n'as plus le droit de les re-regarder. Et les cartes que tu gagnes au fur et à mesure, tu n'en gagnes qu'une, que tu dois replacer sans regarder tes autres cartes. Donc, il faut arriver à se souvenir, placer au bon endroit suivant ce que ton adversaire a placé aussi. Donc, c'est pas évident, mais c'est assez marrant. C'était une partie plutôt agréable. Moi, j'y avais joué à Essen. Il n'était pas encore présenté au public. Là, je pense qu'il était présenté au public. Ouais. Et j'y ai joué sur BGA, parce qu'il est sur BGA, mais en fait, pour les tests, en réalité. D'accord. J'ai joué contre un adversaire en particulier à qui j'avais dit que j'allais mettre des roustes, et j'ai réussi à gagner une partie sur 4. Ah, donc, bravo. Voilà, en prenant des persos faciles, et cette personne a pris des persos difficiles, je pense que vraiment il était temps que je gagne, quoi. Alors moi je trouve ça ultra, alors j'aime bien, parce que j'aime bien les jeux d'affrontement 1v1, mais moi je trouve ça hyper dur. C'est pas évident. Suivant le perso que t'as intérêt à bien faire attention et à tes cartes, et puis où attaquer et comment, parce que sinon tu prends des coups sans cesse, quoi. Et puis tu vois ta jauge de vie descendre, et puis tu dis oh mince, il me reste un point de victoire. En fait, le plus dur, c'est vraiment ça, c'est d'enregistrer ton séquencement de jeu. Et pour les gens comme moi qui sont pas très, tu sais, quand on s'en allait un peu vite et tout, parce que voilà, c'est des questions de tempérament aussi. En fait, ça pardonne pas du tout, quoi. Ah non, du tout. Donc moi j'avais trouvé ça je trouve ça vraiment difficile, parce que c'est pas tant des combos. Non, il y a pas. C'est pas de l'affrontement avec du combo ou à la unmatch, tu vois, où tu as le choix de tes cartes et tout, et tu vas vraiment essayer de. C'est encore vraiment une autre. Je trouve que c'est une gymnastique super différente, quoi. Ouais. Bon, t'as pas gagné ? Bah non. Martin, il devait être à sa 32e partie. Mais c'était cool. C'était cool. Ouais. Et après, les persos sont assez stylés. Ah oui, par contre, graphiquement, c'est top. Ouais, vraiment. Et t'as un système, quand tu perds des points de victoire sur un perso, tu retournes sa carte pour qu'il devienne plus, je crois que c'est brutal. Ouais. Et là, par contre, tu peux me mettre des coups, mais j'ai pas réussi à retourner ma carte, malheureusement. Moi, j'ai joué à Beyond. Donc Beyond, c'était toujours chez Matago. C'est un jeu de stop ou encore, où on doit reconstituer des créatures. En fait, et on va dans une pioche piocher les créatures. Si on a la même couleur qui sort à un moment, ça s'arrête et on n'en prend qu'une. Enfin, on prend la dernière tirée. Si en plus c'est les deux mêmes, je crois que c'est dès le premier tour on a deux pareils, il se passe un truc. Enfin, là, je me souviens plus des détails. Sur le coup, j'ai trouvé ça bof, mais tu vois, en y repensant, mon souvenir est meilleur. Bon, après, moi, j'aime beaucoup les jeux de stop ou encore, sachant que j'ai une énorme difficulté à m'arrêter. Oui. Mais dans celui-là, j'ai été un peu plus efficace et un peu plus prudente, et ça a bien payé en plus. Moi, en fait, je crois que ça renouvelle bien le stop ou encore. C'est pas un jeu qui restera, à mon avis, dans les mémoires. Mais en fait, là, je me rends compte que mon souvenir de la partie est meilleur que ce que je pensais en ayant terminé la partie, quoi. Okay. Alors après, je sais pas si j'ai eu vachement de chance, parce que mes deux comparses de jeu, Elodie et Raoul, se sont entretués l'un contre l'autre, parce qu'en fait, il y a un système pour se voler des cartes. Donc, ils ont passé toute la partie à s'en foutre plein la gueule, et pendant ce temps-là, moi je faisais mon truc tranquillement. J'avais pas besoin d'être trop hardi dans le stop ou encore, je pouvais à peu près temporiser, et en fait à la fin j'ai gagné parce que ils ont fait ils m'ont jamais surveillé, quoi. Enfin, c'est ça. Je sais pas si c'est la victoire qui m'a laissé un petit coup. Et puis je sais pas, en fait le jeu a une petite originalité qui est pas déplaisante, ça restera pas dans les mémoires, mais avec le recul c'est plutôt un moment cool, quoi. Ok.
Ensuite, nous sommes allés jouer à Symbiose, un jeu qui est proposé par Subverti. C'est un jeu de Jérémy Partinico et de Christelle Partinico, me semble-t-il. C'est ça. Qui est illustré par Baptiste Pérez. Est-ce qu'on peut dire que c'est un Skyjo-like dans une mare? Je déteste ce Skyjo. Ah oui, c'est vrai que toi, t'es vraiment... tu fais, alors que moi, pas du tout. Enfin, moi, je m'en fous. C'est plutôt un jeu que je déteste pas du tout. Je trouve ça... Bon, là, en fait, hormis le fait que on va avoir 4 colonnes et que ma colonne de gauche score en fonction de mon voisin de gauche et ma colonne de droite... Bon, en fait, c'est sans intérêt, quoi. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Enfin, à un moment, arrêtez, quoi. Enfin, il faut arrêter de refaire le jeu du golf, quoi, quelque part, un peu. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ce système je fais des colonnes, des lignes. Bon, alors, en vrai, on dit c'est un Skyjo-like, mais parce que c'est vraiment dans la disposition, parce qu'en réalité, dans Skyjo, on marque des points par rapport à ce qu'on vire. Mais là, il y a un peu de ça, parce qu'en fait, je prends une carte, ça remplace un autre truc, ça me fait du scoring. Oui, c'est pas exactement la même façon. Enfin, t'as l'impression que ça change quelque chose, mais en vrai, ça change rien sur ta sensation de jeu. En fait, c'est ça que je reproche. C'est-à-dire que, oui, effectivement, c'est un peu différent, mais cette petite différence, elle change pas la sensation de ce que tu fais. T'as exactement l'impression de jouer à Skyjo, quoi. Peut-être pour ça que ça m'a pas transporté. Et oui, alors en revanche, oui, c'est mignon, c'est joli, mais c'est tout, quoi. Et encore, c'est pas non. J'ai trouvé ça très, très joli. Hein. Ah ouais? Ouais, non, ça m'a pas... Sans plus. Même pas, ok. Non, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment... Je comprends pas trop Ouais, je comprends vraiment pas l'intérêt du jeu, quoi. J'ai trouvé ça... Sans intérêt. Sans intérêt. Voilà, on va rester sur cette phrase. Sans intérêt. T'avais un autre jeu pour jouer là? J'ai testé un proto que toi, t'avais déjà testé. Oui. Proto du Johan Servet. Oui. Alors, on peut pas en dire grand-chose, donc il n'y a pas de titre pour le moment, parce que le jeu en est à tous ses débuts. C'est un jeu d'aventure. Le matériel, c'est des pièces de puzzle, mais on joue pas un puzzle. Voilà ce qu'on peut dire en gros. J'ai fait, donc c'est le scénario, c'est l'introduction en fait, et j'ai accroché tout de suite en fait. C'est bien pensé, t'as envie d'y retourner, et puis il y a vraiment une question de logique. À moi, il m'a dit, je prépare le chapitre 1 et vous pourrez retester. Je suis fait, oui, d'accord, pas de problème. Parce que vraiment, j'ai vraiment accroché et je suis curieuse de voir la suite. Ouais, nous, on avait joué, je pense que c'était Vichy en 2022, tu vois. Il a dit qu'il prenait son temps et qu'il peaufinait. Je pense que j'y avais joué à Vichy en 2022 au tout début. Donc, exactement ce que tu dis, un jeu d'aventure, mais avec des pièces de puzzle. Donc, on voit on a dit ça, on commence à envisager un peu ce que ça pourrait donner. Nous, on avait été ultra enthousiastes sur le concept, en fait. Parce que c'est assez bluffant, en fait, quand tu le fais et que tu vois comment tout fonctionne. Ah, c'est incroyable. Ouais. Donc, il m'a dit il sera présenté à Vichy, normalement, et dispo à Cannes l'année prochaine, si tout va bien. Donc, moi, j'ai hâte. Mais je pense que ça va être vraiment... ça peut vraiment être... c'est assez canon, quoi. Le concept, c'est assez canon. Ouais. Ah, moi, je suis hypée de fou sur ce jeu. Est-ce que tu aimes les puzzles, d'habitude? Oui, mais pas à fond non plus. Voilà. Donc, oui, donc le puzzle tout noir, tu vois, ça m'a hypé. Le craft chez Ravensburger. Donc ça sera à suivre. Donc normalement, de toute façon, ça, je pense que quand ça va sortir, ça viendra. Et c'est vrai que là, tu peux pas trop en dire. Ah non, j'ai eu les instructions, donc je respecte les instructions de Johan. Ok, le lendemain, on a été jouer à Tesseract. Oui. Mais c'était bien. Mais c'était méga bien. Ouais, franchement, c'était bien. Ouais. Je sais que tu avais envie d'y aller. Moi, j'étais moyennement convaincue, mais bon, je me suis dit bon. Il attire l'œil sur la table, en fait. Ouais. La proposition de mettre ça sur pied et d'avoir tous ces cubes de couleurs, tu dis, c'est quoi ce jeu? En fait, c'est un jeu coop dans lequel on va avoir une sorte de... alors, je crois que c'est le nom du truc, c'est le Tesseract. Ouais, c'est ça. C'est un cube qui est composé de plein de petits dés. 64. Et le but du jeu, c'est d'arriver à les placer sur un plateau. Alors, il y a tout un background scientifique qu'on passe. Hein, parce qu'on va récupérer des dés et il faut qu'on arrive à faire des combinaisons pour les placer sur un plateau commun. Quand on prélève un dé, on le fait rouler et on va faire des combinaisons en fonction des couleurs de mémoire et des valeurs. C'est ça. Et forcément, on va avoir des moyens de changer les valeurs, des moyens de s'échanger des dés, etc., etc. Et puis, il y en a des trucs qui nous font aller voir des brèches. Et donc, en gros, on perd si on a complètement vidé le cube, ou alors si on est arrivé au 7e niveau de la brèche, et on gagne si on arrive à placer un dé sur chaque emplacement. Écoute, franchement, moi, j'étais pas ultra convaincue au début, mais moi, j'ai bien aimé la partie. Franchement, ça m'a plu.
J'ai trouvé que c'était brainy, mais pas trop. T'as quand même des possibilités d'en sortir. Après, c'est la première partie. En plus, on a joué avec des inconnus, donc c'est jamais toujours évident, les jeux coop, je trouve. Je pense qu'on aurait joué à deux, on n'aurait peut-être pas du tout joué pareil. J'ai ressenti le bon niveau de difficulté parce que j'ai jamais eu l'impression qu'on était complètement dans les choux. Bon, je me doutais qu'on gagnerait pas sur une première partie. Et effectivement, beaucoup du plaisir de jeu tient à ce cube formé de dés qu'on découvre au tout début, quoi, et qui s'érode progressivement, quoi. La proposition est pas mal. Le seul reproche que je ferais, mais c'est vraiment annexe, c'est que je trouve que les phases de dés sont hyper illisibles. Oui et non. Parce qu'en fait, parfois, on croit que c'est un 4, un 5, un 6. Enfin, on a du mal. Faut bien regarder. Ouais, faut bien regarder. Et en fait, je me dis, alors, c'est vrai qu'ils ont voulu thématiser et faire un truc qu'elle a avec le thème. Ça fait un peu comme des espèces de constellations. Ouais, c'est ça. En fait, ils auraient laissé des lambdas. C'était peut-être plus lisible. Parce qu'il y a des moments, je trouve que tu as des petites confusions en fait, qui peuvent se créer sur ce que tu as comme valeur en fait, devant toi. Bon, et puis il y a des trucs qu'on a mal fait parce que première partie. Mais moi, ça m'a plutôt bien plu, quoi. Ouais, pareil. Dans le style du jeu coop, de ce style-là, je trouve que ça renouvelle. Après, clairement, c'est un jeu qui peut se prêter à l'effet leader, faut le savoir. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui te donne un peu des ordres sur ce que tu dois faire. On a cru les 5 premières minutes de partie, je me suis dit on va y avoir droit. Puis après, ça s'est régulé, mais j'ai eu un peu peur de ça, quoi. Je me suis un peu dit qu'on allait nous expliquer la vie. C'est ça. Je pense que ce serait mieux de le faire à deux. Ouais, tu penses, ouais. Ouais, à tester. Mais le truc, c'est que comme t'as toujours la question qui se pose, c'est que comme on a des cartes avec des pouvoirs spéciaux, plus t'es nombreux, plus on a de pouvoirs. C'est simple. Mais en même temps, c'est vrai qu'à deux, je pense que pour la concertation, c'est quand même... faut être d'accord sur ce qu'on va faire. Mais vraiment, je pense que le gros du jeu, il repose sur cette figure ce cube, d'origine qui est quand même, comme tu as dit, ça attire l'œil sur la table. En fait, ça donne envie de jouer au jeu, quoi. Complètement. Je sais pas si après il y a plusieurs niveaux de difficulté ou pas. Enfin, je me souviens pas de ça. Ouais, je sais pas. Je sais qu'il y a plusieurs cartes sous les dés. Et je crois qu'il y a autre chose, mais je sais plus. Mais tu vois, ça me plairait vraiment d'y rejouer pour le coup. Ah ouais. Je sais pas, après, vu le nombre de dés, le jeu est peut-être un peu cher. Hein. Pas tant que ça. T'avais regardé ? Oui. Et je crois qu'il doit être à prix boutique 55 €, si je dis pas de bêtises, voire 60, mais pas plus. C'est quand même pas donné, non ? Je m'attendais à ce prix-là. Bah, de toute façon, avec 64 dés, déjà. Tu vois, de fait, ça veut dire qu'en niveau matériel, t'as déjà ce coup-là qui est incompressible, quoi. En fait, c'est marrant parce que quand je l'ai vu, les dés, en plus avec les couleurs et tout, ça m'a vachement fait penser aux dés de Roll for the Galaxy. Que je connais pas. Et moi, j'aime beaucoup plus Race for the Galaxy que Roll. Mais c'est vrai que le gros truc de Roll qui était cool, c'était tous ces petits dés avec les symboles. Et en vrai, je me suis demandé si le mec qui avait fait le jeu, à la base, il s'était pas dit tiens, je vais faire un jeu qui a rien à voir avec les dés de Roll for the Galaxy. Parce que même les faits qu'ils fassent pas des points sur les dés, mais qu'ils aient ces espèces de symboles chelous, en vrai, ça m'a vraiment rappelé ça, quoi. Je me suis dit, en fait, c'est tout à fait possible de se dire, tiens, putain, je kiffe ces dés et je vais faire un jeu autour de ces dés et je vais faire un truc qui a aucun rapport, quoi. C'est un peu comme si c'était une sorte de variation, tu vois. Finalement, tu reprends le matériel et tu essaies de faire un autre truc, quoi. Et moi, ça m'a vraiment fait penser à ça en voyant les dés. Donc, je sais pas si cette personne que je n'ai pas nommée. Donc, si James Firnaber nous écoute, il peut nous dire si est-ce qu'il avait un kiff avec les dés de Roll for the Galaxy. Et donc, c'est un jeu donc voilà, j'ai donné le nom d'auteur. L'artiste, c'est Denis Freitas. Et pour la VF, c'est Don't Panic Games. Ouais. Et j'ai pu voir, parce que sur la boîte, c'est écrit 2 à 4. Et j'ai vu, par rapport à la boîte Kickstarter, a priori, il y a un mode solo. Ah, c'était un Kickstarter à la base. Ouais. Ok, d'accord. Avec des beaux dés. Avec des beaux dés. Ouais. Ah, voilà, c'est ça, on est faible. Hein. Très. Ensuite, on a joué à 50 chez Yellow. Tu t'en rappelles ou pas ? Oui, je m'en rappelle. Alors, c'est un... Ouais, vas-y. Non, vas-y, je te laisse. C'est un jeu qui a fait pas mal... j'ai vu pas mal de gens en parler pendant... Ouais. C'est une localisation d'un jeu qui était sorti il y a bien plus longtemps, en fait, en anglais, je crois. Mm-hmm. Je crois que c'est un jeu de 2019 à la base. Ah, quand même.
un jeu de Sioux. Il a le nom d'origine, enfin le nom en anglais c'est Count Up, et on a bien vérifié que c'était bien celui-là et qu'en français il a été appelé 50. Encore là, le talent des Français pour donner un nom anglais à un jeu qui a déjà un nom en anglais. J'ai envie de faire vraiment ma vieille conne, mais putain, ça m'insupporte quoi. Ça sert à rien sur tout ça. C'est ridicule en fait. Sachant qu'il y a que nous qui faisons ça quand même. Ouais. On est vraiment les spécialistes. Donc c'est une sorte de bingo complètement hasardeux où on va choisir une série de 6 nombres. Ouais, entre 1 et 49. Exactement. Puis ensuite, on va appeler les nombres en partant de 1 et on va compter. Et à chaque fois que si ton nombre il sort, tu fais je l'ai. Voilà. Et ensuite, tu vas marquer des points jusqu'à ce que quelqu'un reprenne la main. Et si on est plusieurs à avoir le même nombre, on marque un nombre de points qui est défini sur une petite grille, quoi. Alors, en vrai, quand je suis sortie de la partie, je me suis dit, c'est bon, vraiment, on se fout de notre gueule. On invente des jeux avec rien. Je suis plus mesurée aujourd'hui avec le recul. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est du génie ou si c'est du foutage de gueule. Et tu vois, je suis encore entre les deux aujourd'hui. Alors, j'irai pas jusqu'à génie, je vais être moins péremptoire sur le foutage de gueule. Mais voilà. Je sais pas. Parce qu'en plus, suivant le nombre de joueurs que t'es, le fait de dire des chiffres, d'inscrire des chiffres de 1 à 49, soit tu mets direct le 1, soit tu vas jusqu'au 49 direct, mais t'as une chance sur 2 pour que la personne ait aussi mis ce nombre-là, donc tu marques pas de points par rapport aux autres. Je sais pas. Je suis partagée sur ce jeu-là. En fait, c'est super hasardeux. T'as aucun contrôle sur ce que tu fais. Ouais. C'est même pas un jeu où tu pourrais dire on va faire du guessing, parce que pour qu'il y ait du guessing, il faudrait que quand même t'aies un moment. Je pensais à Preonosaur Day, parce que les gens ils vont dire ouais, mais ça c'est pareil, c'est du guessing. Oui, ok, le premier tour de Preonosaur Day, t'as tes 5 animaux, tu joues complètement random le premier, mais ensuite, quand tu joues les tours d'après, tu sais tout ce qui est déjà sorti, donc t'as des indications pour te dire un peu quoi jouer. Mais là, quand tu mets tes 6 nombres dans ta grille, t'as aucun élément tangible, rationnel, qui te ferait dire que tu marques un numéro plus qu'un autre. Donc, non, c'est toi ce que tu choisis. En fait, tu choisis pur random. Donc, le jeu, mécaniquement, pour moi, c'est un jeu où il y a rien. Ah non, il y a rien. Il y a rien du tout. Non. En revanche, effectivement, je peux comprendre que, en termes d'émotion, tu peux avoir un petit kiff. En fait, c'est le genre de jeu où tu sais, tu gagnes. Genre, tu vas gagner parce que tu peux te féliciter d'avoir gagné. Et puis, si tu perds, tu peux vraiment blâmer le hasard. Parce qu'en fait. Ah oui, c'est du hasard complet. Voilà. J'ai l'impression que c'est vraiment ce genre de jeu un peu. Finalement, que tu gagnes, tu peux toujours tu fous le random et tu peux toujours transformer les choses comme ça t'arrange. Ouais, ça m'avait fait ça avec Cat in the Box, ma première partie de Cat in the Box, j'avais détesté, j'avais trouvé vraiment que le jeu était limite malhonnête avec les joueuses. Après, j'avais adoré le jeu, alors je me dis peut-être que j'adorerais 50 dans un mois. Mais pour moi, c'est un jeu où tu joues pur random. Ouais, complètement. Et puis tu l'acceptes et puis t'es content si tu gagnes et en fait, t'as eu un énorme coup de bol, mais c'est comme ça. Et puis là, déjà, on a joué à 5. Sur la boîte, il y a écrit qu'on peut jouer jusqu'à 7. À 6 ou 7, c'est le bazar tout de suite pour moi. Ah, tu penses ? Ouais. T'as plus de chances de tomber sur quelqu'un qui a aussi le même numéro, parce que regarde, à 5, on a eu le cas. Je pense que c'est vraiment voulu, en fait, ça. Ce côté très... finalement, je te bloque parce que je reprends la main tout de suite, donc tu marqueras pas beaucoup de points. Je pense qu'en fait, c'est ça. Mais en réalité, le problème, c'est que tout ça, ça repose sur rien. En fait, du hasard... Je suis un peu perplexe sur ce que le jeu te propose. Ouais, complètement. Moi, ce ne sera pas mon meilleur jeu du salon, je le dis clairement. En revanche, j'y rejouerai bien maintenant que j'ai bien toutes les règles en tête pour voir ce que ça donne. Quoi. Ok. T'as joué à d'autres choses après ? J'ai joué à un jeu qu'on a joué déjà toutes les deux parce que tu lui avais ramené des scènes l'année dernière et qui arrive en français. C'est Agent Avenue. Moi, j'adore ce jeu-là. C'est un peu grâce à toi parce qu'on avait enchaîné les parties. Et donc là, j'ai refait une partie et ça marche toujours aussi bien. Ouais. Donc, je mets une petite pièce pour qu'il soit dans la sélection pour l'année prochaine à Cannes. De l'As d'Or, As d'Or 2026. T'annonces direct direct. Le jeu fonctionne super bien. Ouais, je mets une pièce dessus. En fait, je trouve qu'il est plein de qualités pour. Quoi. Ouais. Enfin, si tu cherches un jeu pour la catégorie principale... Moi, c'est un jeu que j'adore. Enfin, vraiment. Ah ouais, j'adore. Le jeu est top. Ouais. Et contrairement à ce que disent certaines personnes, on peut y jouer sans les cartes. Bien sûr. Et même, en fait,
parce que moi, j'ai jamais joué avec les cartes. Moi, c'était la première fois que je jouais avec les cartes en plus. Mais est-ce que t'as eu le sentiment que ça a apporté quelque chose? Oui et non. Parce que tu changes ton plateau de face. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 faces sur le plateau. Une face classique où tu joues avec les cartes classiques sans texte, sans objectif. Et une carte où tu as les symboles agents. Et donc, tu as des cartes objectifs, soit en fin de partie, soit à son tour de jeu. Mais si elles sont pas là, ça change pas du tout le jeu, en fait. En fait, d'après ce qu'ils expliquaient quand ils parlaient de leur partie avec les cartes, j'ai l'impression que les cartes, elles t'apportent un peu de complexité, mais trop de complexité pour ce que ça apporte, en fait. Ouais, il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir ce... Parce que en fait, je trouve que la mécanique du I Split You Choose, parce que t'offres une carte face visible et une face cachée, en fait, elle se suffit à elle-même. Complètement. Elle n'a pas besoin que tu aies en plus des cartes qui donneraient des rééquilibrages, puisque tout l'équilibrage, il se fait par le I Split You Choose, finalement. C'est ça qui est bien, quoi. Donc, c'est histoire de pimenter, on va dire. Si tu t'ennuies, tu dis tiens, on va faire avec la variante et puis. Mais tu vois, moi, pour toutes les parties que j'en ai fait quand même pas mal de parties, j'ai jamais éprouvé le besoin de jouer avec les cartes. Bah pas du tout. Tu vois, c'était la première fois où on m'a dit bah si, on va jouer avec la variante. Bon bah si tu veux, ça m'a pas empêché, j'ai gagné la partie. Quoi. Bien joué, mais oui. Après Agent Avenue, une autre. J'ai testé Zénith. Ah mais oui. Aussi. Ouais. Donc on l'a fait à 4. Ok, donc toi, t'as testé par équipe. Ouais, par équipe. Et j'étais super étonnée. C'est vraiment très très bien comme jeu. Ouais. Ça marche. Ça marche pas mal. Moi, j'y avais joué, mais en 1v1, parce que j'y avais joué aussi à Vichy, mais alors là, c'est en 2023. Donc, je pense que le mode par équipe n'était pas encore développé. Mais clairement, Alors, moi, j'avais adoré le jeu. Vraiment un coup de cœur. C'était pas du tout le même thème. Ah, ok. J'avoue que je suis pas fan du nouveau thème et moi je suis désolée, je trouve la couve, enfin j'ai vraiment un problème, donc ultra perso, en fait je trouve que la couve ne te dit pas ce qu'est le jeu. Ah, pas du tout, puis ça, elle attire pas l'œil. Elle attire pas l'œil et en plus elle te donne l'impression que c'est un truc presque enfantin, alors que le jeu ne l'est pas du tout. Bon, ça c'est super perso, le ressenti là-dessus. Et le mode par équipe, ça a l'air d'être vraiment cool, quoi. Ouais, ça tournait super bien. Quand t'es par équipe, tu joues en face à face. Croisé ? Non, face à face, là, c'était. Ok. Avec la planète du milieu que tu te partages. Très bien. T'as autre chose Un dernier, mais je vais en parler très rapidement, c'est Happy Moshi. C'est un jeu de défausse, un jeu de cartes de défausse. Encore un. Aucun intérêt. J'ai pas du tout accroché le jeu. D'accord. Je pense que la personne qui l'a acheté, c'était juste pour avoir le petit mochi en figurine souple. D'accord. Mais sinon, le jeu réinvente rien. Donc, vu et refus. Exactement. Ok. Et après, on avait joué à Panorama. Ouais. Donc, Panorama, c'est un jeu qui est encore en prototype. Un jeu de Mélodie Leblond et Jules Messot, qui sera édité chez Scorpion Masqué. Et c'est Mélodie Leblond qui fera les illustrations. Ouais. Donc c'est un jeu pareil de construction de paysage avec par pose de tuiles. On va les prendre avec c'est une piste circulaire avec un système un peu comme dans Glenmore ou tous ces jeux-là, enfin qui en fait la piste de thème, l'idée de la piste de thème, c'est celui qui est le plus en arrière en fait qui joue, qui doit jouer. Et le but, ça va être, on va avoir des contrats aussi à remplir et le but, ça va être de faire coïncider les paysages pour marquer le plus de points. Moi, j'y avais joué en Proto Essen, j'avais pas du tout aimé. Là, la partie était nettement plus satisfaisante. J'ai trouvé plus agréable. Alors, gros disclaimer, je m'excuse encore pour... j'ai râlé minute 1 de cette partie. Quasiment toute la partie, t'as râlé. J'ai râlé toute la partie. J'avais que des tuiles de merde à chaque fois en choix. Ça me rendait dingo et tout. Bon, bref, j'étais horrible, insupportable. Et à la fin, j'ai gagné d'1 point. C'est ça le pire. En faisant un paysage dégueulasse. Oui, des cascades. Ouais, moi, j'ai fait des cascades. Donc, en fait, moi, j'utilisais toute la table à moi toute seule, tellement c'était... Parce qu'en fait, on peut agencer... Enfin, les tuiles n'ont pas besoin d'être exactement les unes en face des autres. On peut lui faire des petits décrochés. C'était nettement mieux que dans mon souvenir. Le seul truc que j'ai encore, et j'ai dit, j'ai rejoué parce que je sais qu'ils vont encore bosser, parce que je pense que c'est sorti prévu pour Cannes de l'année prochaine. C'est ça, ouais. C'est que ça m'arrive encore trop souvent dans le tour d'avoir l'impression d'avoir le choix entre, en fait, d'avoir 2 mauvais choix. Ouais, c'est suivant le tirage, là où tu tombes en fait, et tu prends ce qui reste quelque part. Et moi j'ai l'impression que ça tombait toujours sur moi. Oui. Au départ, c'est vrai, t'avais pas des tuiles faux folle. top. Ouais, c'est ça.
Mais c'est à suivre parce qu'il y a. Après, moi, j'aime bien les constructions de paysages, donc ça, c'est vrai que ça me plairait bien. Mais voilà, c'est ça. J'aime mieux avoir de la frustration parce que je dois choisir entre deux trucs super cool plutôt que de la frustration parce que je me dis, de toute façon, quoi que je choisisse, c'est de la merde, quoi. Et ça, c'est un peu ce qui m'a embêté sur le jeu, quoi. Toi, t'as plus aimé que moi. Ouais, j'ai bien aimé la partie, ouais. C'est plutôt fluide. Les illustrations, c'est assez joli, c'est plaisant. Ouais. C'est pas non plus, c'est pas un grand jeu comme on a l'habitude de faire, mais un petit jeu comme ça, il passe très bien. Ok. À voir la suite. À voir à la suite, ouais, comment ça évolue. D'autres jeux ou pas pour ce... Non, je crois que c'est tout. On va passer sur notre phase de rattrapage du lundi. C'est ça, ouais. On a essayé nos démos de jeux un peu enquête. Mais d'abord, je t'ai fait jouer... Alors moi, j'y avais déjà joué avec Flavien. On l'avait récupéré à Cannes. Pierre, papier, morpion. Pierre, papier, morpion, un jeu de Anthony Perron qui sort chez Yellow. En fait, moi, je trouve ce petit jeu canon. C'est trop marrant. J'avais envie qu'on rejoue une partie parce que tu dis non, on recommence. En fait, c'est un jeu qui mélange le Shifumi et le morpion. Dit comme ça, le Shifumi, c'est pas excitant, le morpion, pas du tout non plus. Et en fait, la combi des deux, ce qu'il en a fait, elle est juste super bien faite. Ouais. C'est drôle. Ouais. En fait, on va avoir une grille de morpion. Donc, il y a 9 manches. Chaque manche se résout en un Shifumi. Et en fonction de qui gagne, celui qui gagne peut poser, il y a 2 jetons disponibles, ou poser son petit bidule pour marquer son petit morpion. Et en fait, donc celui qui gagne, il va pouvoir prendre un des bonus, le deuxième en prend un autre, et puis le premier reprend, parce que c'est un jeu de 2 joueuses uniquement. Et donc le premier, il prend le bonus restant. Et le bonus, c'est des petites collections. Enfin, si j'ai 3 couronnes, j'ai gagné automatiquement la partie. Et en fait, moi, je trouve ça, le mélange des deux et juste ça fonctionne trop bien, super bien. Et le Shifumi, il a eu la bonne idée de pas essayer de le recréer d'une manière différente, c'est qu'il l'a carrément intégré au jeu, quoi. Il a pas essayé de faire un Shifumi différent avec des cartes ou que sais-je. Là, je trouve que ce qui est super cool, c'est d'avoir dit, en fait, non, vous faites juste un vrai Shifumi. Un vrai. Et... Bon, après, faut pas être trop connecté avec la personne parce que. Ouais, nous, on a beaucoup de ratés parce qu'on fait tout le temps. On fait la même chose. La même chose à chaque fois. Donc, ça peut être long. Ouais, mais ça t'a bien plu aussi. Ah, carrément, ouais. Et vraiment, même si vous n'aimez pas ni le morpion ni le Shifumi, il faut l'essayer. Il faut l'essayer parce que c'est clairement, je trouve que il y a une super idée qui a été plutôt bien exploité en fait dans le jeu. Alors après, oui, les scorings ils sont pas extraordinaires. C'est un peu ça qui est dommage, c'est que parfois il y a pas assez de choses qui te poussent à prendre des risques. Il y a l'histoire de la couronne, mais c'est ça le truc qui te pousse un peu à prendre des vrais risques. J'ai l'impression dans le jeu, quoi. Parce qu'en fait, c'est là-dessus. Vu le type de jeu, c'est le genre de jeu où tu peux dire, genre, je m'en fous, je tente le. C'est ça, ouais. Tout. Donc voilà, donc ça c'était cool. Et ensuite, on a fait deux démos. 2 démos. La première, c'est Medical Mystery. Medical Mysteries. Ouais. Donc, c'est en gros une enquête policière, sauf que au lieu d'enquêter pour trouver qui a tué qui, on va en gros enquêter pour déterminer de quoi souffre notre patient. Donc, c'est un peu Dr House le board game. Sachant que c'est pas déconnant parce que dans la série, Dr House, il est vraiment inspiré de Sherlock Holmes, quoi. Ouais. Parce que tu vois, il est un peu, il aime pas les autres personnes. Il prend des médocs comme Sherlock se drogue. Il joue du piano comme Sherlock joue du violon. Il soigne les patients sans jamais sortir de son bureau, exactement comme Sherlock Holmes. Donc ça, c'est pas délirant d'en arriver là. Alors, j'avoue, moi j'ai tué le patient en un temps record, quoi. Vraiment. Malgré tous tes efforts. Bah oui. Mais après, c'était pas si simple. Et puis, t'as vite cette montée en stress, en fait. Ouais. C'est ça qui est bien retranscrit. Mais il faut connaître un minimum de termes médicaux parce que sinon, t'es vite dépassé, en fait. C'est-à-dire que t'as une sorte de petit glossaire pour t'aider. Mais en fait, je trouve que malgré ça, le temps que t'ailles vérifier tout, t'as vachement quand même d'hésitation. Ouais. Et t'as toujours ce stress qui monte à chaque carte que tu retournes. Donc, tu dis, je vais faire ça. Et puis, bon... Il est mort. Il est mort. On a une petite pensée pour Rick. Rick. Ouais, je sais plus, Rick ou Ricky, qui déjà était tombé de son échelle avec sa tronçonneuse. Enfin bon, c'était pas sa journée. C'était pas sa journée. Et voilà, il est tombé sur moi et je l'ai laissé crever. Ça a été fatal. Là, je lui ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire. Je spoilerai pas. Hein, non. Mais toi, t'étais vachement plus au taquet sur les trucs. Bon, moi, je suis une très mauvaise... je l'ai déjà dit, je suis très mauvaise patiente.
Je fais partie de ces gens qui ne prennent pas leurs médicaments même quand on leur a prescrit, et même parfois à qui on donne une ordonnance et qui ne vont jamais à la pharmacie chercher les médicaments. Voilà. Et Après, j'étais plus à fond parce que je voulais vraiment le sauver, donc il fallait que je trouve. Et puis il y avait des termes médicaux qui me parlaient, donc je dis tiens, on va essayer ça. Alors que moi, manifestement, ça me parlait pas du tout. Puis en plus, j'en ai rien à foutre de le sauver. Mais je suis assez curieuse. Après tous ces jeux, le risque, c'est toujours que les premiers aient un petit effet de hype et puis que si c'est pas au rendez-vous, la qualité, ça descend de... Ouais. Voilà, ça descend un peu au fil de l'eau, quoi. Donc à suivre. Mais moi, effectivement, ce que j'ai trouvé bien, c'était la retranscription de la tension et du stress qu'on imagine qu'on a dans ces situations-là. Ouais, complètement. Et enfin, pour terminer, nous avons joué à... Cliché criminel. Donc là, c'est un vrai jeu d'enquête qui est proposé par Blue Cocker. Les auteurs, c'est Pierre Voyer et David Simian. En gros, c'est une enquête qui va se résoudre juste avec des photos. Des photos réalistes. Ouais, ce qui est rare quand même. Ouais, qui sont bien retranscrites. Il faut bien regarder les photos, parce que si tu ne regardes pas attentivement, tu peux passer facilement à côté d'un indice. Je crois que dans les 7, il n'y a pas que des photos. Il me semble qu'il y a une proposition et quelques documents avec. Mais ouais, nous on a fait le scénario de démo, il y avait vraiment que des photos. Les photos. Et j'ai vu, ils ont noté 2 à 6. À 2, ça fonctionne bien. À 6, j'ai un peu peur que les personnes s'ennuient. Donc je l'aurais peut-être dit à 2-4 plutôt que 2-6. Je crois que vraiment, comme tous les jeux d'enquête, moi je déconseille trop nombreux. Ouais, voilà. 1, 2, 3. Mais je pense que 2, c'est le bon. C'est toujours pareil parce que t'évites les blocages, parce que t'as 2 cerveaux et puis chacune peut trouver sa place. Ouais. Bon, moi je dois avouer que t'étais super forte. Oui, c'est vrai, j'étais pas trop mal sur le coup des photos. La seule chose qui m'a dérangée dans le jeu, parce que c'est quand même marrant, c'est que là j'avais un peu l'impression de jouer au jeu des différences. Ouais. Donc je me dis que c'est peut-être aussi à mettre sur le dos du scénario de démo en fait, qui doit être simple, qui doit être jouable en un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure max. En même temps, ils peuvent pas non plus faire peut-être des idées de ouf. C'était un peu ça, il fallait un peu qu'on compare des photos pour voir ce qui avait été modifié. J'ai vu que c'était vachement meilleur que moi. J'étais à fond un petit peu. Ouais, à fond. Après, c'était agréable à faire. Il y a une appli qui fonctionne plutôt bien, qui était assez marrante. Mais moi, je me réserve vraiment de voir une boîte complète, enfin une vraie boîte, tu vois, pour voir. Une vraie affaire complète. Ouais, une vraie affaire complète. Là, j'ai le sentiment que le but, c'est un peu de te faire. C'est de la découverte pure. Ouais, c'est de la découverte pure, quoi. Mais c'était sympa. Ouais, c'était sympa quand même. Ouais. T'as quelque chose à ajouter ou pas ? Non, sur nos jeux, on est tout bon. On a fait un bon tour d'horizon. Ouais. Bon, est-ce que tu viens à Cannes l'année prochaine, du coup ? Complètement, je suis. Voilà, donc on est déjà dans les starting blocks. Ouais. Non, c'était vraiment... C'était très, très chouette. On a passé de très bons moments. Donc, et puis ce petit débrief avec toi, c'était cool. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir. C'était quand même, on a passé tous ces jours et tout. Et tu vois, avec le recul aujourd'hui, je trouve que c'est bien de jouer, parce qu'on y va pour ça. Oui. Mais je trouve que c'est bien aussi de ne pas jouer à la chaîne, en fait. Au bout d'un moment, de toute manière, tu peux pas. Voilà. Tu satures. Et puis c'est bien de prendre le temps de discuter à gauche, à droite, de profiter. Ouais, et puis de pouvoir vraiment ne pas... je me dis, à enchaîner trop les jeux, t'as quand même un effet, un moment de saturation. Après, est-ce que toi, t'as vraiment un jeu en particulier qui est ton coup de cœur ? Allez, le coup de cœur du festival. Moi, c'est vraiment Tesseract. Ah ouais. J'ai adoré la partie et c'est vraiment un jeu que je vais acheter. Ok. Ouais. C'est vraiment ouais, complètement. Moi, et après, Clans of Glory quand même. Ouais. Je pense que Clans of Glory, moi je pense que c'est probablement, j'ai l'impression que c'est le mieux ceux auxquels j'ai joué. Et après, j'aime bien. Alors, je mets de côté pierre, papier, morpion parce qu'en vrai, j'y avais déjà joué. Et puis, voilà, en fait, c'est juste qu'on a eu l'occasion en fait d'y rejouer parce que on avait récupéré la boîte, mais sinon, j'ai bien aimé Panda Spin quand même aussi. Ouais. C'est un peu mes deux fouchous, mais j'ai un faible pour Clans of Glory parce que je pense que c'est vraiment tout ce que j'aime bien, c'est-à-dire très peu de règles et beaucoup de profondeur et l'impression d'avoir en fait plein de choses que le jeu va m'en faire découvrir à chaque partie un peu plus, quoi. Ok. Et c'est ça que j'ai bien aimé. J'avais vraiment plaisant.
Écoute Dorothée, merci beaucoup. Merci Paul Gara. C'était la première fois, mais pas la dernière. Attention, ouais, okay. Je t'attends de pied ferme. Pas de problème, je serai là. C'était cool. Maintenant, on va pouvoir aller boire un cocktail. Il faut, parce qu'on a beaucoup parlé, donc maintenant, il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater, et puis il faut qu'on garde notre rythme de canne. Oui. Ce que je peux dire, c'est que Dorothée, c'est mon cobaye principal pour les cocktails. Vous êtes toujours présente. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Voilà, un Clank Legacy, un cocktail, ça repart. Ça repart direct. Et merci beaucoup. On remercie tous les auditeurs et auditrices qui ont écouté ce débrief. On espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt avec Dorothée pour un prochain retour de festival. Et oui. À bientôt, Paul Gara. Salut. Salut. Ce débrief, enregistré en présentiel le 6 mars 2025, est produit par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.